Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir encore une fois sur Nuria TV pour cette semaine anniversaire. Et oui, Nuria TV fête ses 10 ans et on est drôlement content de partager cette semaine entière d'émissions avec vous les Nuréens. Et qui dit semaine anniversaire dit inviter des intervenants qui ont marqué l'histoire de Nuria TV, notamment ces 2 dernières années. C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Annelle Park ce soir sur Nuria, parce qu'elle nous a gratifié au cours des derniers mois d'émissions qui nous ont tous énormément marqués. Elle est venue nous présenter ses 2 derniers ouvrages. Rappelez-vous, Black Programme et OVNI. On a fait quand même un paquet d'émissions sur ces 2 bouquins que je vous invite fortement à lire si vous ne l'avez pas encore fait, à redécouvrir les émissions qu'on a enregistrées avec Anaël. Ce soir, c'est une petite émission friandise qu'on vous propose puisque nous allons nous intéresser au mystérieux cas du Mothman. Tout de suite, on accueille Anaël sur notre antenne. Bonsoir Anaël, merci de nous retrouver. Bonsoir Guillaume, bonsoir les Nuréens, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie du Mothman, le fameux, dit avec l'accent, c'est encore plus élégant. Ah bah Ah, t'as un anglais bien meilleur que le mien. oui, mais bon, voilà, peut-être que ma langue fourchera que je vous dirai simplement Mothman au bout d'un moment pour qu'on soit dans la fluidité de l'échange parce qu'il y a beaucoup à dire, encore une fois. Nous comprendrons. Et encore une fois, tu nous as préparé un dossier complet sur ce cas ô combien mystérieux. Je disais friandise parce que tout ce qui touche de près ou de loin à ces créatures mystérieuses qui sont presque du domaine de l'imaginaire, et on va voir ce que toi tu en penses. On touche aussi un petit peu à la cryptozoologie. Pour moi, c'est ce que j'appelle des émissions bonbons. Donc, je suis vraiment très content qu'on partage ça ce soir sur Nuria TV. Et doublement content, je le disais, que tu nous rejoignes pour cette semaine anniversaire parce que ces dernières années, j'ai pris énormément de plaisir à t'accueillir sur notre antenne, à pouvoir partager avec les Lémuriens la qualité de ton travail. Et donc, ça me semble important que tu sois parmi nous cette semaine-là. Donc, merci de venir nous présenter tout ça. C'est vraiment un très, très grand plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on se lance tout de suite sur ce dossier du Mothman. Peut-être y en a-t-il parmi nos auditeurs qui ne connaissent pas encore, ça m'étonnerait fort. Mais en tout cas, il y a des éléments que tu vas nous présenter ce soir, des pistes de réflexion qui, elles sont originales, n'appartiennent qu'à ton cheminement et à ta réflexion sur tous ces sujets. Je sais que certains comprendront, pour ceux qui ont déjà vu les précédentes émissions, découvrons ensemble le cas du Mothman. C'est parti, nous t'écoutons. Merci infiniment Guillaume, c'est un plaisir et un honneur de vous retrouver, de retrouver l'ensemble des Nuréens pour cette émission centrée sur l'énigmatique Mothman. Donc, on l'a bien compris, il s'agit d'une créature a priori de type cryptide. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes d'animaux fantastiques, mais que l'on aurait vu encore aujourd'hui, et là particulièrement dans les années 60. Où se passent les apparitions de Mothman? Eh bien, c'est aux États-Unis, très exactement à Point Pleasant, dans les années 1966 à 67. Donc, c'est quand même des apparitions qui sont suivies et des apparitions qui suscitent essentiellement l'effroi, comme la plupart des cryptides. Et moi, je le regrette sincèrement, on n'a pas en plus, on a eu récemment, il me semble, des apparitions supposées du Yéti, des gens qui ont eu et de Bigfoot, des émotions positives. C'est toujours des émotions négatives associées à ces visions, alors qu'on pourrait peut-être s'attendre, moi, quand j'entends homme papillon, puis c'est ce que ça signifie quand même, Mothman, C'est assez poétique, on imagine un truc plutôt cool. Non, le on pourrait Mothman, se il est effrayant. exactement, on pourrait s'imaginer tout de suite, moi c'est la première chose que me dit mon fils, mais il a l'air marrant. Alors non, en fait, c'était triste à lui avouer, c'était plutôt une histoire assez, sordide et effrayante. Alors certains disent l'homme papillon, la traduction. Il y a une autre traduction qui est un peu moins, oui, un peu moins poétique, c'est l'homme phalène. Les phalènes, c'est ce sorte d'insectes qui ressemblent à des papillons, mais qui sont quand même vachement moins jolis. Et donc, je pense que homme phalène se rapproche plus de l'image du Mothman. Tout à fait, merci pour cette précision d'importance, car oui, ce sont des apparitions énigmatiques, inquiétantes d'une silhouette anthropomorphe, donc humanoïde de 2 mètres de haut, avec la peau noire, grise, on ne sait pas puisqu'il apparaît essentiellement la nuit, donc toujours une créature très élusive, avec des ailes d'une envergure très large, type chauve-souris. On parle quand même d'un animal ou d'un anthropomorphe de 4 ou de 5 mètres d'envergure, c'est quand même assez important. Il y avait même alors je ne l'ai pas versé au dossier, mais il y avait un qu'on appelle ça un zoologue qui avait calculé la capacité à voler, y compris à effectuer, du voilà, le fait de planer, qui avait été calculé et apparemment d'après ces notions, ces mesures, il ne pourrait pas voler, sacré Bosseman. Donc il faut croire que peut-être il cache, sous sa silhouette, une capacité à se propulser. On ne sait pas, peut-être que c'est comme Superman. En tout cas, cette émission tentera de lever le voile à ce sujet. Tu ouvres une Pareil. piste.
C'est peut-être un avion, comme disait, voilà, le générique de Superman. Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est un homme? Non, c'est Mothman, tout simplement. Et dans les autres traits particuliers que l'on retrouve chez cette créature élusive, ce sont de grands, immenses yeux rouges. Et ces yeux rouges ne sont pas n'importe où, ils ne sont pas sur une tête comme pour chez nous, ils seraient dans l'abdomen, car oui, Mothman aurait la tête comprise dans l'abdomen. Cette histoire, à mon avis, vous rappelle des choses qu'on s'est déjà dites dans de précédentes émissions. Je ferai une petite récap là-dessus. Mais oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, rassurez-vous. Alors quand Enfin, tu dis l'abdomen, en tout cas, c'est des yeux qui sont sur le haut du tronc et exact. qui sont pas forcément situés sur une tête. Comme s'il n'avait pas de tête. C'est d'ailleurs revenu dans certains des témoignages, pas dans tous, mais dans certains, disant que cette créature n'avait pas de tête, ce qui est quand même, là aussi, un signalement très précis. Et quand on cherche à monter une histoire vraisemblable, je crois pas qu'il faille s'aventurer sur des détails aussi incertain, disons-le, parce que comment être pris au sérieux si on dit: «On a une créature sans tête avec des yeux rouges dans l'abdomen qui m'a poursuivi en volant?» Ça, c'est vraiment quand on le prend juste pragmatiquement, on se dit: «Les premiers témoins n'ont pas voulu créer un mythe vraisemblable». A Non. priori, c'était pas le souci du tout. Et effectivement, les premiers témoins, qui sont-ils? C'est Roger et Linda Scarberry qui étaient en voiture avec Steve et Mary Mallette. Donc c'est un ensemble de 2 couples qui rentraient en 1966, en novembre, la nuit, en pleine nuit noire. Ils traversaient la campagne donc de Point-Plaisant et là, ils passent à proximité d'une usine de munitions qui date de la Seconde Guerre mondiale. Dans le coin, on l'appelle, la zone TNT. Pourquoi? Parce que c'est un endroit désaffecté, c'est une friche, on va dire une friche industrielle ou en tout cas une friche d'ancienne exploitation et là, les couples, les 2 couples, donc les 4 personnes, disent avoir aperçu une très grande silhouette avec des yeux rouges luisants, debout, au bord de la route, aux abords de la zone TNT. Alors effectivement, tout de suite, les personnes qui sont témoins de la scène éprouvent un très profond malaise, on éprouverait à moins, à la vue d'une telle créature, et que font-ils? Bah, ils cherchent à prendre la fuite. On peut le comprendre. Ils se sont peut-être dit qu'ils étaient en présence d'un animal qui allait certainement, effectivement, venir à leur rencontre. Et dans le coin, il est évident que la nuit, s'ils avaient dû se faire attaquer, on n'aurait pas pu leur porter assistance. Donc, premier réflexe qui paraît très sain, ils reprennent la voiture et ils s'enfuient. Et que se passe-t-il alors? En tentant de prendre la fuite, la créature les aurait poursuivis jusqu'aux limites de la ville, donc quasiment jusqu'à regagner la civilisation avec d'autres témoins en maintenant une vitesse de plus de 160 km/h. Ça paraît assez fou quand on le pose comme ça, hein, mais j'insiste, a priori, le témoignage de ces gens à l'origine est tellement arbitraire et tellement précis et on a quand même 4 témoins en même temps et ils ne cherchent à se disculper de rien. Ils ne disent pas, en fait, si vous voulez, on aurait des gens qui chercheraient à excuser leur présence dans un endroit interdit, on comprendrait qu'ils montent un char. Là, ils ont aucune raison de raconter cette histoire et pareil pour, on va dire, le point d'objection rationnel premier qui est: ils cherchent à convoquer l'attention pour créer du tourisme. Le tourisme lié à Mothman et donc le musée Mothman est venu bien après les années 66. C'était pas du tout pour créer un Mmh. événement dans la presse et inviter les gens à venir leur rendre visite, pas du tout. Après, moi, sur ce statut de témoin du fantastique, les Lémuriens le savent, je me suis exprimé plusieurs fois à ce sujet. Je pense qu'il y a très peu de mythomanes et que les témoins voient des choses. Après, la manière dont on les interprète, et c'est le sujet de cette émission, c'est un autre sujet, mais sur ce qu'ils décrivent et ce qu'ils ont vu et ce qu'ils pensent avoir vu, je pense que la majorité des témoins, qu'on soit dans le phénomène ovni, cryptozoologie ou là, le Mothman qui est à cheval entre plusieurs domaines, je pense qu'on a affaire à des gens sincères qui témoignent concrètement et qui ont été, heu, si ce n'est traumatisés, apeurés par ce qu'ils ont vu. Exactement et qui cherchent à rationaliser en étant transparents parce que comme souvent et c'est un mobile qu'on retrouve notamment beaucoup dans la question OVNI, par préoccupation pour leurs concitoyens parce qu'ils se sont dit: «Cette chose nous a suivis près de la ville, donc nous sommes peut-être tous en danger, il y a quelque chose d'inexplicable et qui a l'air de pas avoir peur de l'homme» et ça dans un pays où il y a des ours, si vous voulez, qui peuvent se rapprocher des villes, c'est une vraie question à se demander: est-ce que l'animal est effarouché par la présence C'est vrai. humaine? Tout simplement. C'est du Et bon sens. Et là, avant de poursuivre, très rapidement, on a un cas non seulement d'observation, mais de rencontre presque rapprochée parce qu'il y a une poursuite. On a eu ça dans le phénomène OVNI, des fois des poursuites en OVNI-voiture. Là, le Mothman poursuit la voiture sur une longue distance et à une vitesse impressionnante, comme tu l'as dit. Nos témoins prennent la tangente, leurs jambes à leur cou, et la créature les suit pendant suffisamment longtemps pour que ça les ait marqués. Exactement, donc c'est plutôt impressionnant et je comprends qu'ils aient cherché à communiquer et à élucider très rapidement cette question. Le premier vrai article qui donc traite du Mothman, je vous le montre, il est intéressant pourquoi? Parce que le vocable justement Mothman n'est pas encore mis en place et pourtant c'est cet article de presse-là
Qui va faire entrer ce cryptide dans la légende véritablement? Vous le voyez à l'époque, il est plutôt représenté comme un homme-oiseau, donc ceux qui ont Mmh. vu Birdman, peut-être auront un souvenir amusé par rapport à la référence que ça peut faire. Et effectivement, ce n'est pas anodin. Pourquoi? À l'époque, on est en pleine ébullition, pardonnez-moi. Il y a des pulps, il y a beaucoup, voilà, de héros, Superman, Batman ou The Shadow qui rentre dans la légende des cultes américains comme ça. Donc c'est vrai qu'il peut trouver sa place au milieu. On n'est peut-être pas passé loin, d'un pulp dédié qui aurait pu peut-être, permettre de donner une autre envergure commerciale à ce cryptide-là. Et ce qui est étonnant, c'est que entre la représentation qui est dans cet article de presse et ensuite le dessin d'un des témoins, Roger Scarberry, on est quand même assez éloigné et moi j'aurais tendance à me demander où est-ce qu'il y a vraiment des plumes ou des poils? Qu'est-ce que t'en penses toi, Guillaume? Quand tu vois le dessin de Roger, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression que cette créature est velue, elle est hirsute, on est presque sur un Bigfoot mais volant, c'est assez interpellant. Je te rejoins là-dessus, effectivement, on n'a pas l'impression de plumes. Est-ce que c'est des ailes? De toute façon, dans tous les cas, on est face à une créature, on dirait une dent presque, tu sais? On Oui, dirait une on y forme de revient. dent, une dent avec des yeux. Oui, oui, on n'a pas forcément cette là, tout de suite, le côté homme papillon, ça saute pas aux yeux. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'homme phalène, c'est peut-être un peu plus proche, mais on ne sait pas si c'est poilu, si c'est ailé et donc avec des plumes. On est vraiment face à une créature sortie tout droit de l'imaginaire, si on n'a pas confiance dans la description des témoins. Moi, pour moi, ça, c'est le document essentiel du dossier Mothman. C'est le dessin, le premier jet, pris comme ça dans l'instant, du témoin. Là, on a quelque chose de sûr sur lequel s'appuyer pour comprendre le dossier. Complètement, puis on voit que c'est sincère parce qu'encore une fois, le caractère absurde, arbitraire et non viable d'un engin pareil, que ça soit animal ou que ça soit mécanique, si vous voulez, quelqu'un qui tenterait de monter un coup, je pense qu'il essaierait de réfléchir à quelque chose de plus vraisemblable, qui s'inscrit dans la réalité de son temps, un avion, allez savoir, ou même un très gros oiseau, chose qui a souvent été opposée aux premiers témoins, c'est de leur dire: «Vous avez vu une grande grue». On en parlera de la théorie de la grande grue un peu plus tard. J'y crois pas 5 minutes pour la simple raison que quand on voit le dessin de Roger, à aucun moment une grue, de quelque espèce qu'elle soit, ne peut ressembler à ça. Ça C'est n'a pas de je sens. suis d'accord. Et on le voit et je trouve que bon, après c'est une l'interprétation a posteriori du langage corporel des témoins qui sont donc présents sur la photo du Athens Messenger. Vous pouvez le voir, à aucun moment on voit des gens qui prennent plaisir à être instrumentalisés par la presse ou à se mettre en scène. On voit plutôt, 2 couples, de jeunes gens, je ne vais pas parler d'adolescents, mais ils rentrent tout juste dans l'âge adulte, ils ont l'air extrêmement gênés d'être là. Ils essaient a priori de communiquer, j'insiste, sur le fait qu'ils ont vu quelque chose qui n'explique pas et peut-être de donner l'alerte s'il devait y avoir danger, ça ne va pas plus loin et c'est important de le noter parce qu'encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, il y a cette notion de sincérité sur laquelle je ne veux pas que cette émission, puisse jeter discrédit. Je pense que ces gens-là étaient absolument sincères, comme beaucoup d'autres témoins et c'est important de le rappeler dans ma démarche. Mmh. Alors, ensuite, on a un reportage télévisé de 2016 qui est censé nous dire que le Mothman n'est toujours pas parti. Alors je vous en malheureusement, on ne peut pas le trouver sans l'intempestif petit rond rouge que je vous ai, mis là en photo parce que c'est la page qui charge et qui n'y arrive pas. Il faut savoir que sur des documents comme ça, je suis beaucoup plus critique parce que là, déjà, la silhouette, regardons-la ensemble, ne correspond pas à ce qui a été vu par les primo-témoins et en plus, soyons honnêtes, on dirait vraiment un de ces jouets, vous savez, en plastique rigide que les enfants ont. J'ai peur que par la suite, et nous en reparlerons un peu plus tard, eh bien, le message initial du Mothman ait pu être instrumentalisé et pu être détourné de son premier objet. Quand on parle de ces vidéos sur Mothman, des vidéos beaucoup plus récentes, j'ai le souvenir même, à l'époque du drame du World Trade Center, heu, il y a eu une vidéo qui a circulé, où on voyait quelques jours avant ou dans les heures qui précèdent, une sorte de créature ailée, voler aux abords du World Trade Center et je pense que je suis pas du tout convaincu de l'authenticité de cette vidéo, elle rentre dans la même catégorie que celle que tu viens de nous montrer. Et on va en reparler du côté prophétique autour du dossier du Mothman, c'est-à-dire que le dossier Mothman, la le caractère prophétique, il est ultra présent et donc certains ont voulu jouer sur, le Mothman avait aussi prophétisé de par sa présence sur les lieux du World Trade Center, le drame qui allait surgir. Mais voilà, si certains Nuriens s'en rappellent, il y a eu cette vidéo qui tournait à une époque sur les réseaux d'un Mothman aux abords du World Trade Center.
Je vois exactement à quoi tu fais référence, Guillaume, et merci de l'avoir précisé parce que toute la dimension aussi qui a canalisé l'attention autour du Mothman, c'est cette idée qu'il puisse être annonciateur de calamité. Alors en ça, il s'agrège autour de toutes les créatures mythologiques et folkloriques qu'on connaît, les Kelpies, et je vous en cite des vertes et des pas mûres, qui sont là dans les systèmes mythologiques pour dire: «J'annonce une calamité et une calamité face à laquelle on ne pourra pas s'échapper. Un petit peu, vous savez, comme les whipping stones. Alors ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre qui est au fond d'un lit de rivière et si on la voit, c'est toujours marqué généralement dessus: «Voyez-moi et commencez à pleurer». Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on doit voir une pierre, pardonnez-moi, et pleurer, c'est parce qu'on sait que ça va être la sécheresse, ça va pas plus loin et c'est vrai que toutes les créatures folkloriques d'annonciation ont généralement cette vocation-là à dire: «Attention, il y a un truc irrémédiable qui va se passer». C'est très intéressant pour ça le cas Mothman, parce qu'effectivement, il a pu être réemployé dans d'autres cas, mais souvent ce qui est malheureux, c'est que c'est a posteriori dans le sens où, bah, s'il était vraiment utile ce Mothman, il pourrait nous permettre d'éviter et de contrer ces prophéties plutôt que d'être, quelque part l'annonciateur Oui, maléfique là, il y a un caractère, c'est la destinée, on n'y échappera pas. comme s'il était, juge et qu'on était face à des choses déterminées et justement, bah, ce qui a été jugé et déterminé, dès que ces pauvres gens ont commencé à prendre, la parole, c'est de dire qu'a priori, ils avaient été suivis soit par un dirigeable, un ballon météo ou alors par une grande grue, la grue L'Oiseau, hein, bien entendu. C'est tout de suite ce qui a été revendiqué dans la presse. Tout de suite, on a voulu ceux qui ont déjà suivi des dossiers OVNI savent, comment on opère dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on décrédibilise, on crée une explication naturaliste pour essayer de faire cadrer dans le récit et pour que tout redevienne à la normale le plus rapidement possible. Et que cet écart journalistique reparte dans les clous parce que c'est vrai que la personne qui a, soulevé ça dans la presse locale, toute sa vie durant, aura suivi le dossier pour essayer de rassembler un maximum de preuves et main dans la main avec Linda Scarberry justement, même quand elle a été veuve, quand elle a continué à, bah, à s'exprimer, on va dire, publiquement sur le sujet, elle a toujours trouvé un écho favorable dans la presse, jamais jugeante, toujours très transparente, très fluide et c'est ce que j'ai apprécié dans le traitement médiatique de proximité qui a été fait sur Mmh. Mothman. On sent qu'il y a pas même s'il y a voilà, il y a eu un musée, il y a eu plein de choses, il y a pas un engouement, mortifère, malsain ou excessif. Ça reste premier degré, on rassemble les preuves, on fait ce qu'on peut avec, mais personne n'essaie d'imposer une vérité. C'est, je dirais, un pardonnez-moi, mais un fandom qui est très safe, qui est vraiment sympathique à fréquenter parce que personne n'est là pour annoncer la vérité vraie. C'est un voilà, Ouais. plutôt pacifique, je trouve, comme lieu de réflexion et j'ai beaucoup aimé ce passage là-dedans. Alors je voulais vous proposer une petite lecture et une traduction de mon cru justement, des premiers articles et je voulais vous en faire part pour ceux qui ne connaîtraient pas le cas pour vous familiariser avec. Qu'est-ce que c'est donc cette affaire-là? Le Mothman, mystérieuse créature, est-elle un ballon ou une grue? Donc tous les faits, je le rappelle, se passent aux États-Unis, à Point-Plaisant. Le premier article établit bien qu'elle doit faire au moins 1,80 m à un peu plus de 3 mètres d'envergure, avec de grands yeux rouges présents sur l'abdomen et qu'elle aurait laissé derrière elle des empreintes semblables à celles d'un sabot. Ah, Oui, les sabots des animaux. C'est le quand le même important. le sabot, la référence, elle est directement, une référence au malin. Exactement, Enfin, je ça veux aurait dire, pu. la créature au sabot, c'est le diable. Alors, on a aussi les maquisards qui, sous leurs petites, comment on appelle ça? Leurs chaussures, mettaient des empreintes, animales. On a Ah, également les grosses bottes qui peuvent, les bottes en plomb notamment, qui sont censées protéger les opérateurs, notamment dans le nucléaire ou dans le gaz. On a pas mal de choses qui peuvent être bon, je dirais pas jusqu'à dire un éléphant aussi qui est rond, vous voyez? Mais il y a pas mal d'autres explications qui d'accord, pourraient ouais. mais je suis d'accord, pour ta lecture, elle aurait pu peut-être signifier que les personnes qui l'ont vue ont projeté sur elle quelque chose de diabolique. Mais il a pas les cornes. Dans ce cas-là, c'est un demi-diable, il s'est un peu raté au passage. En sortant des enfers, il a oublié le l'accessoire. Ou peut-être est-ce rapporté dans la presse et le journaliste qui se permet de rajouter cette mention du sabot, parce qu'on y voit tout de suite, une dimension, religieuse et de mention du diable. Tout à fait, ça aurait pu être ce degré de lecture-là, je te rejoins là-dessus. Encore une fois, l'article dit bien: «2 jeunes couples mariés ont aperçu la chose». Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, c'est des gens mariés, donc ils ont pas à s'excuser d'être ensemble, ils ont pas à inventer qu'ils ont vu une créature et qu'ils se sont sauvés. Tout a l'air normal. Ces gens-là n'avaient aucune raison de commencer à nous raconter cette, rencontre invraisemblable. Ils se retrouvent donc dans le sanctuaire de la faune sauvage McClintic, qui est toujours, et c'est très important de le rappeler, même pour ceux qui, au décours de cette émission,
aurait envie, d'aller rendre visite à la fameuse zone TNT, c'est une zone sauvage de préservation. Donc attention, on n'est pas n'importe où, on est dans un endroit préservé et ils étaient donc à côté de l'ancienne usine gouvernementale de TNT de Virginie occidentale et de l'Ohio. C'est très, très important d'insister sur ce sujet qui va revenir un petit peu plus loin dans notre émission. C'est vrai que la chose qui a été vue a suscité un intérêt soudain pour cette zone reculée qui était sinon passée, on va dire, complètement, à la trappe, plus personne n'en parlait et c'est vrai que forcément maintenant, après la parution de ce premier article, on a eu une sorte de bousculade. L'article dit: «Les automobilistes circulent pare-choc contre pare-choc sur les routes poussiéreuses dans l'espoir d'apercevoir la créature». Il est certain que tous les habitants se sont prêtés au jeu pour se dire: «Je veux être celui qui va l'attraper, le prendre en photo, le voir». Évidemment, tout le monde a eu envie de démontrer ce qui s'était passé et on peut le comprendre. On aura peut-être fait pareil. Moi la première, hein, comptez sur moi, j'ai déjà mon équipement qui est prêt. Vous m'appelez, vous avez vu un cryptide, je suis là, je suis très motivée pour la chasse aux loups-garous. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'effectivement, emballement médiatique, emballement, dans la société, le shérif après a reçu, pardonnez-moi, des signalements d'apparitions ou aussi des moqueries de la part de ceux qui cherchaient à critiquer, ces témoins. Moi, j'insiste, je les prends très au sérieux parce que c'est pas commun, ils avaient aucun intérêt à faire ça et surtout, c'est vrai que, bah, forcément, ils se sont fait un petit peu tirer une balle dans le pied par le professeur Robert Smith de l'université de Virginie occidentale qui lui disait que c'était une grue, alors très exactement l'espèce de Sandhill crane. Donc c'est une grue avec, je sais pas si vous voyez, une sorte de petit masque rouge et qui est toute grise. Alors, juste pour vous le dire, certes, elle fait 2 mètres d'envergure, mais elle est toute fine. Elle est fine comme un petit haricot sec, donc on a du mal à comprendre l'analogie que ce très grand professeur, j'imagine, a fait. Mais il faut savoir que ça a été une des premières choses qu'on a répondu aux gens et qui a été martelé tout au long des années, que c'était parce qu'on était dans une zone réservée à la nature, que cette grue était très bien, qu'elle avait dû être effrayée. Et pareil, si les grues volent jusqu'à 160 km/h, il va falloir m'informer parce qu'ils ont battu le guépard à plate couture. Il y a C'est ça. rien qui colle. Ouais, oui et puis, ouais, encore une fois, on est sur une créature, la grue en l'occurrence, extrêmement fine, le Mothman. Les descriptions qui sont faites, on est sur une créature assez large, assez corpulente, hein. Ah bah, parce qu'en plus, il était très sûr, ce monsieur, donc il appartenait au département de zoologie de cette université. Il a établi une carte en détail de la migration de ces animaux. Il a bien expliqué que les grues migraient la nuit et que tout ça, c'était évidemment très cohérent. Même s'il y avait eu un petit paquet de grues qui volaient ensemble de concert, on a du mal à imaginer comment la personne qui aurait vu ça, le témoin, aurait pu mésinterpréter à ce point. Mmh. Il y a rien qui va. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'insistance avec laquelle ce zoologue est convoqué par la presse pour expliquer que circuler, il y a rien à voir, c'est Ouais, une mais grue. c'est un peu l'argument d'autorité. J'arrive avec mes diplômes et mon statut de zoologue, donc les journalistes, bah, sont friands de on le voit sur les plateaux télé aujourd'hui, de spécialistes. Ouais, c'est et puis cette volonté de décrédibiliser le débat, de le centrer sur une analyse naturaliste, même aussi absurde soit-elle. De la même manière, on a, on va dire presque aussi drôle, des étudiants d'un club scientifique non loin du lycée de Proctorville, Maryland, qui avaient eux-mêmes lâché quelques jours auparavant un ballon de gaz rempli d'hélium. Alors, je tiens à dire quand même que vu la description que faisait Roger de l'apparition, on a beaucoup de mal à concevoir comment on pourrait confondre un ballon d'hélium, quand bien même serait-il partiellement dégonflé, avec ce type d'apparition. Et pourquoi aurait-il eu des lumières sur le milieu de ce qui aurait été son abdomen? Tout ça n'a absolument aucun sens. Et pareil, c'est un argument d'autorité qui a souvent été opposé à toute personne tentant vainement d'élucider le cas, parce qu'on a décidé que c'était une grue, peut-être une grue prise dans le ballon d'hélium, allez savoir jusqu'où on peut aller dans le raisonnement dans ce cas-là, mais plus pardon, je Et t'en alors, prie. oui, sur cette histoire de ballon, rapidement, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les personnes en question mentionnaient le fait qu'il y avait une volonté un peu de créer quelque chose d'étrange et qu'elles avaient attaché des lumières sur le ballon. Donc peut-être on peut imaginer, vous attachez des lampes torches sur un ballon, ça peut créer un subterfuge, mais pas un subterfuge qui poursuit une voiture à 100 et quelques kilomètres/heure. A Donc priori non, et puisqu'il aurait fallu attacher le ballon à la voiture, enfin, quand même, il faut imaginer dans ce cas-là une plaisanterie extrêmement élaborée, non, dont ça on tient pas. n'aurait pas à comprendre l'intérêt pour ces étudiants, parce que ça aurait, impliqué d'attendre des gens, de les effrayer en secouant le ballon dans le noir, puis de l'attacher à la voiture sans se faire voir, c'est quand même hyper élaboré. Ça Je pourrait, hein, moi je pense que les hypothèses de la grue
et du ballon, on peut les d'ores et déjà les écarter. Il y a des éléments qui tiennent pas du tout la comparaison avec ce que les témoins, décrivent. On peut gentiment, voilà, le mettre de côté, je pense, et c'était important qu'on en parle simplement pour expliquer encore une fois ces volontés de décrédibiliser des sujets qui sont très importants. À chaque fois que quelqu'un ou n'importe qui, un média en fait des caisses pour décrédibiliser quelqu'un ou quelque chose, s'il vous plaît, prêtez grande attention. Qui a intérêt à mettre à mal quoi? Et mon préféré parmi tous, on va dire les arguments opposés aux témoins, c'est un monsieur qui s'est positionné en disant: «Mais oui, c'est ma belle-mère, je la reconnais». Et ça, c'était, je crois, la chose la plus drôle et inattendue. C'est un peu comme sur le chat Nurea TV, les soirs d'émission, il y a toujours de bonnes blagues qui fusent. Celle-là, pourrait avoir sa place sur notre chat. Donc voilà, vous la gardez dans un coin pour qu'on puisse rire un petit peu de ce sujet qui est quand même assez lourd. Revenons donc sur Mothman, comment est-il? Eh bien, c'est une créature, elle est nocturne, elle est géante, humanoïde, ailée, elle correspond quand même à pas mal d'entrées qu'on voit dans le contexte des, bah, on l'a dit, hein, des pulp, des comics, des weird fiction qui sont déjà très à la mode depuis 50 ans, surtout dans le milieu américain. Il a des yeux lumineux dans la nuit, ça, c'est typique, des représentations qu'on fait des monstres, excusez-moi, dans les horror pulp. Alors c'est vraiment un genre tout particulier et on peut constater, si vous aimez comme moi un petit peu lire des vieilles choses, que ça c'est un gimmick, hein. C'est un peu comme les filles, en SF en maillot de bain, je ne sais pas pourquoi, on a décidé que pour faire mieux vendre, on allait faire ce stéréotype, c'est un stéréotype et un oiseau gigantesque. Alors les Old Man, ça c'est pareil, dans les magazines paranormaux, dans même le folklore amérindien, on a mention de ces créatures-là. Donc encore une fois, il sort pas de nulle part le Mothman. On peut comprendre que quand on a un esprit un peu cartésien, un peu fermé, on a envie de le faire clore à ça, on a envie de clore le débat en disant: «Bon bah voilà, ça correspond à des stéréotypes, donc c'est forcément issu de l'imaginaire et des attendus des témoins qui ont vu et mal interprété cette grue empêtrée dans un ballon». J'en reviens une dernière fois là-dessus parce que vraiment, je ne m'en remets pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la presse a tout de suite consacré le nom de Mothman et immédiatement après, qu'est-ce qui lui a été opposé? Bah, que ça ressemblait énormément à Batman. J'insiste quand même, Batman est tout jeune au moment où Mothman arrive sur le devant de la scène. J'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir s'il y avait eu des fans en manque d'adrénaline, ils l'auraient peut-être mieux décrit que ça. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire à cette opposition qui souvent a été faite en disant: «C'est des fans de pulp qui ont projeté sur Mmh. un animal la nuit». Franchement, ça ne ressemble pas esthétiquement. Oui, alors j'aimerais faire une petite parenthèse sur, l'hypothèse zoologique, les oiseaux. Autant la grue ne colle pas du tout, autant certains ont avancé comme hypothèse celui d'une chouette ou d'un hibou. Et tu sais, on parlait tout à l'heure de cette créature, le Mothman, sans tête, où les yeux sont Oui, sur, le tronc. Un hibou ou une chouette, on a l'impression que c'est fait d'un bloc, il y a pas de cou. oui. Et donc des yeux qui brillent dans la nuit, réfléchis par des phares. Je pense que la chouette ou le hibou, un hibou de grande taille, pourrait correspondre au portrait robot du Mothman. Tout à fait et c'est vrai que tu me fais penser à Batman, quand tu le regardes de loin, sa silhouette, c'est celle du grand-duc, on aurait tendance, puisque c'est Batman, Oui, Love Chauve-souris, avec les à oreilles, voilà, en pointe, voilà. le grand-duc. C'est ça et sauf que quand même le grand-duc, même parmi ses plus grands individus, je doute que ça puisse dépasser le 1,50 m d'envergure, hein. Faudrait voir avec un zoologue Ouais, spécialiste, ça serait déjà d'accord. immense pour, connaître un tout petit peu les chouettes et les hiboux, ça serait monstrueux déjà. Sinon, ça rappellerait dans ce cas-là et ça c'est le folklore, patrimoine français, l'oiseau rock. Alors ceux qui ne connaissent pas l'oiseau rock, qu'est-ce que c'est? C'est l'oiseau dont on disait à tous les petits enfants: «Il va venir t'enlever et te manger», donc c'est un petit peu une sorte de ptérodactyle avec des Un plumes. croque-mitaine, ailé. Oui et en fait, je pense très sincèrement que c'est la réminiscence, de certains, comme les gypaètes barbus ou des vautours comme ça qui ont cessé de migrer, vers nos zones à nous européennes, qui étaient vraiment de très, très grands oiseaux qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres d'envergure effectivement et qui peuvent attraper du petit bétail, chat, renardeau, petit agneau et peut-être un enfant, allez savoir. Mais il est possible et ça je ne l'écarte pas n'ayant pas d'autres preuves, qu'il puisse s'agir d'un individu d'une espèce comme ça totalement endémique et qui est aussi possiblement disparu et dans la silhouette, ça aurait tout à fait pu correspondre, sauf pour les yeux. À ma connaissance, les vautours et les gypaètes n'ont pas des yeux qui renvoient la lumière contrairement aux hiboux, donc là-dessus, pareil, on serait sur un vide pour l'explication. Mmh. Donc je vous repropose une carte pour voir un petit peu mieux où est
Point Plaisant. Pour resituer un petit peu pareil, vous voyez la rivière qui est au sud, où se trouvait la zone et se trouve encore aujourd'hui la zone TNT. C'est important de voir que c'est un axe de communication, majeur. C'est pas une petite route de campagne sur laquelle se sont perdus, les premiers témoins. Ils avaient toutes les raisons du monde d'être là. C'est un axe de communication tout à fait normal et d'ailleurs sur cet axe de communication, il se passera d'autres choses et d'autres apparitions du Mossman dont nous nous apprêtons à parler. Les premiers témoins, la première vague d'observation pour moi, elle est hyper importante. Donc novembre 66, on a compris les 2 couples, Scarberry et Mallette, qui étaient dans la voiture. Ensuite, on a alors c'est monsieur Newell Partridge, qui dit qu'il a des interférences étranges, dans sa télévision. Attention, ça va encore vous rappeler Paul Bennewitz et oui, je suis désolée, on va encore reparler de ce petit monsieur. Une lampe torche qui, lui permet de voir qu'il y a cette silhouette, mais qui ne permet pas de l'isoler, ni de la prendre en photo, ni d'avoir un visuel clair de cette très, très grande silhouette. Il a bien vu les yeux brillants, lui aussi. Et alors là, c'est beaucoup plus triste. Faut savoir que son chien, ce monsieur qui s'appelait, Bandy, eh ben, a simplement disparu dans la nuit à la recherche de cette créature. Il est parti, paraît-il, dans un accès de colère, il s'est lancé dans le noir et le chien n'a jamais été retrouvé. Là aussi, franchement, je trouve que c'est hyper intéressant si on devait poursuivre la théorie, zoologique, que ça soit d'un très grand hibou ou d'un autre oiseau de proie, parce que ça ferait sens par rapport à la disparition de l'animal, contrairement à la grue et contrairement au ballon, parce que là, je vois pas tellement, quoi. Il faudrait connaître la taille de ce fameux chien Bandy. Si on a affaire à un berger allemand ou de cette espèce, on imagine difficilement. Si on a affaire à un plus petit chien de chasse, de la taille d'un caniche ou autre, Bandy, c'est Et pas un même nom de en caniche. Donc oui, on malheureusement, je imagine sais pas. un chien un peu plus gros. Mais on a voilà, Oui. on là, on spécule. On spécule complètement, mais vu le profil de ce monsieur, je doute qu'il ait eu un petit chien d'agrément. J'imagine effectivement un profil de chasseur pour ce monsieur, quelqu'un qui aurait eu un chien, peut-être un petit bâtard, mais d'une certaine taille, vous voyez? Et le fait qu'il ait disparu d'ailleurs a beaucoup ébranlé ce monsieur et ce que je peux comprendre puisqu'on n'a jamais rien retrouvé. Et ça aussi, c'est hyper important, c'est un truc, vraiment capital à garder à l'esprit pour tout ce qu'on va développer par la suite comme explication que moi je vous proposerai de mon analyse personnelle. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé un seul morceau du chien est très révélateur, Ouais. j'insiste. Oui, Pareil. la nature laisse des traces en cas de Oui. prédation, un collier, des ossements, bref. Et même un accident tragique, imaginons que tout ça soit simplement, on va dire, un excès de réaction de ce monsieur inquiété par les signalements de ces personnes-là dans la presse et qu'il aurait imaginé d'avoir été témoin de Mothman. Pourquoi le chien aurait disparu en tout et pour tout? Pourquoi est-ce que si quelqu'un l'avait renversé avec une voiture, on lui aurait pas rapporté son collier ou pourquoi a-t-il totalement disparu? Ça, c'est vraiment effectivement très, très interpellant. Enfin, toujours après 2 jours plus tard, on a Connie Carpenter, hein, qui dit qu'elle, elle l'a vu en plein jour, ce qui est particulièrement rare si on devait poursuivre la théorie, et c'est la théorie pourtant dominante, comme quoi il s'agit d'un animal nocturne. Elle l'aurait aperçu et surtout, ben, aperçu dans une zone urbaine, donc a priori, dans un environnement près de l'église de Point-Plaisant. Et apparemment, les yeux rouges brillaient quand même au soleil. C'est hyper interpellant parce que si on poursuit cette théorie d'un animal purement corporel, même si on est sur de la cryptozoologie, si on est sur un cryptide, comment se fait-il que les yeux puissent briller à la lumière du jour? Ça ne correspond pas donc au profil du grand-duc ou du vautour. Il faudrait avoir recours à d'autres hypothèses que je vais développer un petit peu plus loin avec vous. Et Mmh. ce qui devait beaucoup interpeller les témoins, et ce qui moi aussi, si j'étais à la place de ces gens, m'interpellerait, comment se fait-il qu'il est dans des zones urbaines? Si c'est un animal, il n'est plus effarouché, s'il l'a jamais été, par l'homme, ce qui est extrêmement mauvais signe. Enfin, on va dire la personne centrale là aussi qui a récupéré un petit peu comme le shérif Valdez pour toutes les apparitions d'ovnis et le bétail qui avait été prélevé, on va dire, par ces ovnis. Et bien là, on a le shérif Johnson qui lui est vraiment dans une posture extrêmement sceptique, mais pas le sceptique détracteur, le sceptique simplement, il écoute, il prend note et il voit bien qu'il y a plein de choses qui, pour chaque hypothèse qui a été formulée jusqu'ici par la presse, qui a pour but de trouver une hypothèse naturaliste, peut être débunkée. Donc pour moi, c'est un de mes personnages préférés dans le sens où c'est quelqu'un qui a le sens critique, mais qui ne veut pas trancher et qui surtout se range du côté des citoyens, qui ne veut pas les décrédibiliser. Ça, c'est extraordinaire de trouver quelqu'un comme ça. Donc il a reçu quand même. C'est aussi son rôle, rappelons qu'il me semble bien, je ne vais pas dire de bêtises, les shérifs sont élus. Il y a un rapport à ses concitoyens qui est important pour un shérif qui n'est pas du tout le même que la police en France et en Europe.
Exactement, ils sont redevables et il a fait ça, très, très bien puisqu'en 13 mois, donc c'est hyper, tenu quand même, il a reçu pas moins de 100 témoignages. C'est monstrueux, c'est pas, juste une fois en passant, il y a 2 personnes dans la nuit qui l'ont vu, on parle de 100 personnes. Alors, Mmh, généralement, ceux qui ont répondu par rapport à ce chiffre, c'est non pas pour corroborer le sérieux et la crédibilité, c'est pour dire emballement médiatique, hystérie collective. Alors, j'insiste quand même, quoi que ce soit que vous adhériez après ou pas à la théorie que je vais développer, il y a quelque chose. Il n'y a pas 100 personnes qui, dans un petit patelin, sans attendre quoi que ce soit en termes de retombées économiques, qui se mettent à voir apparaître des créatures qui leur font peur. Ça n'existe bien pas. sûr. Ou alors c'est un voilà, il y a autre chose, on essaie de leur faire peur, voilà, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui a agi à ce moment-là. C'est Ce chiffre, mmh, Anaël, de 100, 100 100 témoignages. observations en 1 an, un tout petit peu plus d'un an, pour moi, il vient un peu mettre à mal l'hypothèse zoologique des Oui. d'animaux sauvages. Tu le disais, d'animaux sauvages dans une zone relativement urbaine. 1 fois un animal qui passe par là, 2 fois, 3 fois, OK. Là, 100 fois, c'est récurrent. J'ai du mal à croire que des animaux sauvages, des oiseaux de grande taille, heu, multiplient les apparitions comme ça dans cette zone-là. Donc je pense que c'est un chiffre qui vraiment, nous fait prendre un peu de distance avec cette hypothèse-là. Exactement et quoi que ce soit, j'insiste, que vous ayez envie d'avoir foi en l'idée qu'il puisse s'agir d'un hybride. Rappelez-vous quand même ce que j'avais raconté, sur l'unité 751 avec tous les travaux d'hybridation occulte qui aujourd'hui sont tout à fait affirmés. Que vous puissiez penser qu'il s'agit d'un visiteur de l'au-delà ou qu'il puisse, s'agir d'autre chose. On a des chiffres qui parlent hein, et des chiffres éloquents. Si on devait faire des stats, ça devrait faire une apparition tous les 3 jours, ce qui est quand même assez monumental et ne correspond pas au comportement d'un animal sauvage qui aurait dû en plus causer des dégâts, comme un ours, fouiller des poubelles, tuer du bétail. On aurait d'autres traces, ne serait-ce qu'au niveau des assurances, qui devraient nous permettre de dire: «Il y a eu des dégâts». Là, il y en a pas. C'est effectivement comme un surveillant, comme un vigilant qui serait là et certains l'ont interprété comme tel, mais a posteriori, comme annonciateur d'une catastrophe. Mmh. On revient donc sur les théories défendues notamment par la presse, celle de la grue. Alors autant elle est plausible effectivement, notamment si on partait du principe, mais alors là c'est pour moi totalement saugrenu, que la grue s'était empêtrée dans le fameux ballon à hélium avec ses petites lumières et que du coup, bah, ils avaient vu une créature bizarre, mais parce qu'elle était peut-être blessée ou en détresse. J'insiste, la probabilité est nulle étant donné qu'elle peut pas, cette grue, si elle est empêtrée dans un ballon, poursuivre un véhicule à 160 km/h. C'est sûr. Non. Mais ça marche pas. La chouette, c'est pareil, on vient de l'expliquer, pourquoi ça ne correspond pas au comportement normal d'un animal, même blessé, et ça devrait pas exister ce type de schéma. Et enfin la théorie, de l'hoax et de l'hystérie, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce que ces gens avaient à gagner. Ils passaient vraiment pour, c'est les années 60, on le rappelle, et c'était pas bien de se faire de la publicité de la sorte. C'était vraiment prendre des risques terribles en termes d'employabilité, enfin, il y avait aucun intérêt économique en jeu pour les habitants du coin à lancer ce type d'idée. Pas du tout. Je suis d'accord. On va Enfin, arriver maintenant, ouais, sur le deuxième gros sujet de cette histoire Mothman. Il y a eu les observations, on les a vues, on a décrit en long, en large et en travers les hypothèses et ce qui a réellement été vu par les témoins. Il y a un deuxième événement dont tu vas nous parler maintenant, qui marque le dossier Mothman fortement, qui imprime sa marque sur le dossier, c'est l'effondrement d'un pont du côté de Point-Pleasant. et ça, c'est une véritable tragédie, on le dira jamais assez, et c'est devenu même un cas d'école pour les ingénieurs. C'est la tragédie de l'effondrement du Silver Bridge. Alors, si un jour vous regardez le film, on en parlera à la fin, vous verrez qu'il est entre guillemets «commémoré» aussi, Ouais. dans la filmographie, afférente à Mothman. C'est arrivé le 15 décembre 1967, comme vous pouvez l'imaginer, donc c'est l'effervescence, des fêtes de fin d'année. Tout le monde est très enthousiaste, comme d'habitude, la circulation est très dense à Point-Plaisant. Et soudain, que se passe-t-il? Le pont s'effondre comme un véritable château de cartes à 17 heures, heure de pointe, avec un trafic dense, entraînant la mort de 46 personnes. Comprenez que, forcément a posteriori, qu'a-t-il été fait? L'interprétation des apparitions de Mothman a été comprise comme un avertissement de cette véritable tragédie.
Donc comme si c'était voilà, une sorte de présage, on va dire ça comme ça. Alors en réalité, aujourd'hui, ce qu'a permis d'isoler, l'ingénierie et l'étude, hein, de l'accident qui est, j'insiste, est devenu un cas d'école enseigné auprès des ingénieurs, qui s'intéressent au pont, c'est l'exemple pardon, les 3 causes principales sont l'exemple fondamental lié à l'inconnu. C'est ce qu'on appelle l'unknown unknown. C'est quand on sait qu'on sait c'est le c'est qu'on sait pas qu'on sait pas. Ça, c'est le pire dans l'accident et là, ce qui était le cas, c'est qu'il y avait un risque inconnu à l'époque car non étudié. Quel est-il? L'usage notamment d'un produit, c'est pas du sel, je sais plus ce qu'ils mettaient en plus du sel pour, enlever la glace sur le pont régulièrement, qui a entraîné une corrosion vraiment hyper rapide des matériaux. Le fait qu'un des boulons était notamment fissuré, il a été identifié exactement lequel. Le fait et là pardonnez-moi, mes compétences sont limitées, le manque de redondance structurelle, j'imagine que c'est un manque de relais ou d'équilibre justement en cas de défaut d'un des 2 côtés, qui aurait dû permettre d'éviter d'en arriver à cet enchaînement d'effondrement en chaîne, c'est ce qui s'est Mmh. passé. Et enfin, le défaut microscopique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a un boulon dont on le savait quand ça a été posé, c'était bien marqué dans le dossier, qui était défectueux. Et suite à l'enchaînement de tous ces événements, ça a entraîné cet accident absolument effroyable. Je le rappelle quand même, 46 décès, c'est Ouais, pas rien. On c'est un parle véritable drame. oui, et puis dans une petite ville comme celle-là, tout le monde connaissait quelqu'un, qui est mort comme ça. Moi, ça fait écho, si vous voulez, à l'accident du pont, italien qui est arrivé il y a quelques années, sur lequel on était passé peu de temps avant avec mon mari et je vous avoue que ce cas du Mothman, justement, m'avait aussi beaucoup passionnée par rapport à ça. Je me dis: «Il y a des choses, c'est fondamentalement viscéral et ça impacte énormément de gens à chaque fois». C'est des tragédies terribles qu'il faut chercher à éviter aujourd'hui en voilà, en essayant de projeter des choses, pour qu'on fasse de la sécurité, notamment la sécurité routière. Ce qui ne Alors rassure pas, c'est, ce point que tu mettais en avant et que les architectes mettent en avant, l'exemple lié à l'inconnu, le unknown, oui, unknown, unknown. Ça, c'est pas oui, rassurant parce que faut pas croire que parce qu'on sait plus de choses aujourd'hui en 2026 qu'en 66 sur la structure de ces ponts et sur l'ingénierie de manière globale, il faut bien avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas sur ces superstructures et donc on n'est toujours pas à l'abri que de tels drames se reproduisent parce qu'on n'a pas encore assez de connaissances, en termes d'ingénierie, de connaissances des matériaux, enfin de tout ce qui touche à la fiabilité d'un édifice comme ça. et même, de tous nos biens du quotidien parce que ça, c'est vraiment à la même époque que ça se jouait, vous le savez peut-être, c'était très à la mode d'avoir des carafes en matière radioactive. Alors Ouais. pardonnez-moi, j'ai oublié le nom, on utilise ça pour purifier l'air, pour purifier l'eau, pour se nourrir et on continue encore aujourd'hui à faire exactement les mêmes choses parce que parfois on ignore des données sous-représentées ou parce que c'est l'inconnu de l'inconnu, parce que l'interaction entre 2 produits, on ne sait pas, elle va être terrible pour l'usager. Soyez toujours vigilants. C'est pas pour devenir paranoïaque, c'est simplement pour se dire parfois on croit que tout est sous contrôle dans notre société, mais Non. vaut mieux, faut être vigilant, c'est toujours et c'est une leçon. Pour moi, c'est une leçon, l'événement de Mothman, justement de se dire: «On ne sait pas» et le pire, c'est quand on ne sait pas qu'on sait pas, c'est encore là qu'arrivent vraiment, les vrais accidents. Alors vous le voyez sur maintenant le slide, on voit qu'une statue, mais une statue de 2003 a été faite en hommage à Mothman. Bon, bah, celle-ci ne respecte pas, si on peut dire, le canon tel que l'a vu Roger, puisque Là, là, on on dirait plus un décèle. super-héros, tu sais les méchants dans les films Marvel. Mais vraiment. Ah bah, merci C'est d'avoir fait, on dirait un peu l'ennemi de Spider-Man ou de Superman. ça pourrait il pourrait s'appeler docteur, ouais, docteur Monsieur Papillon parce qu'effectivement on peut projeter tout cet C'est ça. archétype-là. Tu as parfaitement raison, puis il est bodybuildé, il a des plaquettes de chocolat, il a fait du sport en attendant Ouais, Mothman, donc Le franchement Mothman fait des abdos tous les jours. il a pas perdu de temps depuis les années 60 et vous pouvez le constater, je vous ai proposé quelques clichés. Vous avez carrément un musée et on le voit ce musée, il est très beau, j'ai beaucoup de respect. J'ai un t-shirt officiel du musée, j'ai beaucoup de respect pour leur travail, mais encore une fois, c'est pas une usine à gaz, hein, c'est vraiment juste pour, commémorer ce qui s'y est passé. D'ailleurs, si vous vous rendez un jour sur place, vous verrez à quel point, bah, c'est fait par des passionnés. C'est pas du tout, pardonnez-moi, mais une usine à fric. C'est vraiment quelque Oui, chose fait pour commémorer, pour essayer de renseigner et que tout chercheur qui a envie de se pencher sur le sujet puisse disposer d'un espace où se documenter sainement. Ça ne va pas plus loin. Et d'ailleurs, si vous voulez y aller sans vous déplacer à moindre frais, faites comme moi, prenez la web caméra en live 7/7, 24/24 pour pouvoir regarder ce qui se passe aux alentours de la statue de c c Mothman. ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on tester les Nuréens après l'émission, on peut se connecter sur cette adresse qui s'affiche sur YouTube et suivre en live, bah, un gros plan sur cette rue avec cette statue du Mothman et passer des heures à attendre de voir si le Mothman va se représenter à Point Pleasant.
Exactement et ça, c'est un service qui est gratuitement proposé par ce fameux musée. Donc j'insiste, c'est des passionnés qui l'animent. Moi, j'ai pas Ouais, d'autres mots, c'est clair et c'est précis et c'est vrai que, bah, moi, ceux qui ont suivi Instagram, vous avez vu, j'avais posté une petite séquence bien anonymisée et bien floue. Certains n'ont pas compris pourquoi j'avais autant flouté l'image parce que j'ai réussi. Quand je suis arrivée sur la caméra, il y avait des gens qui se prenaient en selfie. Alors c'était tellement mignon de les voir, mais je voulais être sûre qu'on puisse pas les ouais, bien identifier. sûr. Mais c'est très franchement, c'est hyper convivial et on voit du coup que c'est un patrimoine vivant et c'est ce que j'aime avec les mythes et les légendes, c'est les gens qui font vivre ce patrimoine-là. Initiative Qu'est-ce sympa. Ah mais vraiment, je suis en toute admiration pour ce grand travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après tous ces événements des années, je le rappelle, 60? Accident, année 67, 1er, témoin en 66. Eh bien, presque 10 ans plus tard, nous avons un écrivain, monsieur John Keel. Alors, vous pourrez faire des parallèles libres si vous le souhaitez avec monsieur Bill Moore, que j'ai mentionné déjà dans de précédentes émissions. Et qu'a-t-il fait ce monsieur? Eh bien, il a créé un livre, notamment Les prophéties de Mothman, qui a rendu, on va dire, un succès, on peut le dire, international à la personne de l'homme papillon ou l'homme phalène. Il arrive en 67 à John Keel à Point Pleasant et il aurait enquêté pendant 10 ans. Alors, bon, vu la taille de, Point Pleasant et vu, les comment dire? Les éléments versés au dossier, on pouvait pas y passer 10 ans, donc je pense qu'il a plutôt réfléchi à comment donner de l'ampleur à la manière dont il abordait les choses. Alors qu'a-t-il fait? Il aurait collaboré avec les forces de l'ordre local, il aurait effectivement lui-même été témoin d'un premier ordre, mais toujours, bah, sans photo, sans vidéo, c'est toujours difficile de se situer par rapport à ça et lui-même, dans ses recherches, établit qu'il ne s'agit assurément pas d'un animal, en cela nous sommes parfaitement d'accord, mais lui, il y voit un phénomène beaucoup plus important. Alors, c'est là qu'on rejoint le thème des prophéties de Mothman. Pour John Keel, j'insiste, il est à la base, il est journaliste, hein, il n'est pas ni zoologue ni rien. On va dire quand même journaliste associé au monde de la mystériologie, on en parlera un petit peu plus loin de ses publications. Il établit, mais j'insiste, il établit lui de son propre chef, que Mothman est un ultraterrestre. Alors, ultraterrestre, théorie que vous avez déjà vu développer notamment dans d'autres émissions comme les Siluriens, c'est-à-dire qu'on parle de reptiliens, on parle de gens qui étaient là avant les hommes, enfin voilà, mais lui, il a décidé comme ça d'autorité, il ne fournit pas spécialement d'arguments ou de c'est comme Intuitivement, ça. pour lui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça et c'est pas discutable. C'est pas du tout un extraterrestre, c'est nous qui sommes sur le territoire du Mothman et non l'inverse. Et très précisément, ça serait une créature donc ultraterrestre et interdimensionnelle. Alors, me demandez pas pourquoi, j'insiste, c'est John Keel, il a décidé que c'était comme ça, donc on va respecter son postulat. Et enfin, ce Mothman ne travaillerait pas seul, il aurait aussi, et on va en parler, un complice humanoïde, mais pas tout à fait humain, Idris Coleman, on en parlera un petit peu vers la fin. Alors, que ferait ce fameux Mothman? Il aurait des pouvoirs, extraordinaires, notamment celui de présager des catastrophes imminentes. Donc il confirme que, Silver Point, c'était bien un lien avec Mothman. C'est Mothman qui aurait essayé d'avertir, mais pas pour qu'on l'évite, juste pour préciser: «J'ai le pouvoir de voir le futur, regardez comme je sais bien le faire». Il induirait également des cauchemars prémonitoires à tous les habitants de ce coin. Ça, Il c'est aurait un c'est lien c'est avéré les cauchemars de ce que tu sais? c'est Il y avéré a que eu des des gens témoignages? a posteriori. Moi, je veux bien les croire, mais a posteriori, ce qui rend toujours un témoignage très délicat, même pour des faits beaucoup plus consensuels que «Étais-tu à l'anniversaire de un tel à telle année?» C'est toujours très délicat, plus de 10 ans plus tard, de se prononcer sur: «Avez-vous eu des cauchemars il y a 10 ans?» quoi. C'est moi, Et puis des je cauchemars comprends. prémonitoires. Alors Ouais. moi, tu sais, sur le rêve prémonitoire, j'ai un point de vue pour l'avoir expérimenté, mais vraiment de manière, très explicite. Je crois aux rêves prémonitoires et je pense que, le monde onirique est bien plus incroyable, bien plus complexe et bien plus Mmh, ancré dans mmh. notre réalité que ce que nous on lui prête dans notre civilisation. Mais, c'est possible qu'il y ait des habitants qui aient eu des prémonitions sur les catastrophes à venir, à Point Pleasant. Complètement. Mais c'est aussi très possible qu'à posteriori, après l'événement, le traumatisme et là on rentre dans le rêve du domaine de la psyché et du nettoyage de la psyché, il y ait des gens traumatisés qui aient fait des rêves autour du Mothman et de la catastrophe. Ah, il y a de quoi, puis on va le voir à la fin, vous allez comprendre pourquoi ils ont des vraies raisons de faire des cauchemars, hein, les gens de Point Ouais. Pleasant. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment des motifs indépendamment enfin, pas si indépendants du Mothman, mais disons que pas avec le lien que John Keel, lui, essaie de nous démontrer, d'ailleurs qu'il démontre pas puisque c'est gentil, des assertions personnelles et c'est lui qui a créé le culte médiatique autour. C'est comme Bill Moore, c'est lui qui a servi de catalyseur et après on s'est tenu uniquement à son témoignage, qui n'en est pas un puisque j'insiste, il est de 10 ans postérieur aux premiers témoins qui ne sont plus convoqués comme étant force
force de proposition, moi. Vous avez des primo-témoins, ils sont vivants, c'est eux qu'il faut faire parler, c'est pas les autres. Enfin, je suis désolée, vous allez peut-être me trouver très bloquée, mais Non, non, mais le matériel fiable, quand je dis matériel en termes de témoignage, c'est celui de ces témoins. Après le reste derrière, on est dans une construction, psychologique, sociale, bref, il y a plein d'éléments qui viennent s'agréger autour et qui dénaturent, la pureté de l'observation première. c'est ça, plutôt que l'interprétation, faisons d'abord appel aux premiers témoins, interprétons peut-être leurs propos, mais pas interprétons celui qui a interprété de l'interprète. C'est pas je trouve que c'est pas correct, notamment que lui il rajoute donc la couche, je vous l'ai dit, de cette notion de Mothman responsable des rêves prémonitoires de la communauté. J'ai aucun point pour vous dire que c'est faux, je vous dis juste que je trouve étrange d'en arriver là. Mothman en lien avec les ovnis, pourquoi, comment, me demandez pas, c'est John Keel qui l'a dit, et Mothman en lien avec les Men in Black qui feraient peur aux gens qui essaient d'en parler. Alors, si vous voulez, là aussi j'ai rien contre les intimidations, je sais ce que c'est, mais mais pourquoi? Puisqu'à chaque fois on leur dit pas: «N'en parlez pas parce que ceci ou parce que cela». Non, c'est juste des hommes en noir et j'insiste, je crois, hein, aux tentatives d'intimidation, mais lui il ne justifie pas, c'est juste il y a des gens, bah oui, il y a des gens partout et ils sont parfois habillés en noir et c'est enfin après ça fait pardonnez-moi, vous allez me trouver jugeante, mais John Key, j'ai l'impression qu'il fait une petite crise de paranoïa et peut-être qu'il avait des raisons, parce que je vais vous assurer qu'effectivement, à Point Pleasant, il s'est passé quelque chose, mais pas encore une fois, lui, il essaie de nous montrer la lune et on regarde tous son doigt, ce pauvre John Keel. Je pense qu'il essaie de nous dire et de faire autre chose que de créer toute cette, mythologie bien complexe. Alors, j'ai quand même exploré à fond la théorie, de la corporalité du Mothman parce qu'il en valait de voilà, de l'honnêteté intellectuelle. Vous vous rappelez certainement dans la partie sur les loups-garous, l'émission en accès libre qui est toujours disponible sur Nurea et qui est bien exposée également dans mon essai La déesse cachée sur les blémies. Ah bah, que sont-ils? Tout simplement, bah, c'est soi-disant un peuple qui aurait existé, mais vraiment corporellement, qui est attesté par, les sources antiques, d'hommes qui avaient leur tête dans le tronc et c'est pour ça que je me suis concernée, voilà, je me suis sentie un peu concernée par la théorie du Mothman, je me dis: «Bah, pourquoi ce ne serait pas simplement un blémi qui se serait il serait normalement plutôt centré vers le mont Atlas, donc vers le nord de l'Afrique actuelle. Pourquoi il serait pas passé, du côté des États-Unis? C'est tout à fait probable». Alors je vous propose là quelques ressources d'illustration pour que vous voyez à quoi c'est censé ressembler ce petit bonhomme et puis à côté, j'ai oublié son nom, je vous ai mis un personnage de cartoon aussi qui ressemble étonnamment à la fois au blémi, au Mothman, Et ça oui, date de la et tu sais, on ouais. mentionnait la 1re représentation de ce témoin qui avait dessiné un Mothman dont on se demandait s'il était poilu ou avec des plumes. Bah, oui, le Mothman ressemble. Je trouve que ce dessin du cartoon de Bugs Bunny ressemble c'est la représentation qui se rapproche le plus du croquis fait par le témoin, le premier témoin du Mothman. On est tout à fait d'accord et c'est vrai que, ben, là aussi par honnêteté intellectuelle, j'étais obligée de vous soumettre cette hypothèse, mais je crois pas du tout qu'il s'agisse de cela. C'est juste qu'esthétiquement ça Ouais. ressemble à un blémi, c'est pour ça que je voulais vous le suggérer. Alors les blémis, on a vu que là, il y avait des ressources médiévales qui les représentaient comme tels et effectivement, si on se penche notamment sur le temple de Mandoulis à Kalasba, à Talmis, donc Égypte vers 450 à peu près, la construction de ce temple, et ben, on va trouver des ressources intéressantes. Alors effectivement, si un jour vous allez voir ce temple, sachez-le bien, temple déplacé et reconstruit à plus de 50 kilomètres de son point originel, donc avec tout ce que ça peut entraîner, je ne m'étendrai pas là-dessus, suite à la construction du barrage d'Assouan dans les années 60. Donc il a peut-être été dérangé ce temple. Néanmoins, sur une inscription et sur une gravure extrêmement rare et très précieuse, vous pouvez voir un blémi. Et le petit blémi, là, je vous ai fait un zoom dessus, il est écrabouillé par un cavalier qui était là, voilà, en conquérant. Vous pouvez voir aussi une, qu'on appelle ça, un surlignage, un facsimilé qui permet de bien mieux comprendre le dessin plutôt que la Ouais, photo. et on te remercie parce que c'est vrai que Ouais, la gravure sur pierre était pas très lisible. ah, c'était infernal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver donc ce fac-similé qui est très, très précieux et qui permet de mieux comprendre. C'est à côté, vous avez donc l'extrait pareil du fac-similé de l'inscription dite de Silko, qui est donc bien sur ce temple et à côté de cette illustration, qui nous permet d'établir que ce petit bonhomme transpercé par la lance, c'est bien un blémi. Alors, il dit, moi, Silko Basilikos, alors dans ce contexte, ça veut dire le roi né d'Obad et de tous les Éthiopiens, je suis venu à Talmis, donc on parle bien de ce temple, et à ta fils. 2 fois
j'ai combattu, pardonnez-moi, les blémies et Dieu m'a donné la victoire. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est le seul témoignage d'illustration qui soit avant la période médiévale où on voit représenter un blémi. Est-ce que vous voyez là, dites-moi, est-ce que vous voyez qu'il lui manque la tête? Moi, je la vois très clairement et ça reprend donc une grande partie des théories déjà développées dans l'émission sur les loups-garous, mais d'autre part ailleurs, qui dit bien que c'est par mécompréhension qu'on a dit qu'ils avaient pas de tête, soit qu'ils étaient cachés derrière un bouclier ou derrière un casque, mais certainement pas que c'était vraiment voilà, des assez faux, parce que ça a été Oui, développé sérieusement. donc La là théorie. on a un document, donc une gravure et le texte qui l'accompagne, qui disent bien que cette gravure fait référence à un blémi et sur la gravure, on voit qu'on a affaire à un humanoïde comme toi et moi avec, 2 pieds, 2 bras, 2 jambes, un tronc et une tête. Exactement et c'est vrai que bon, bah, là, c'est la seule que nous ayons, elle est pas très spectaculaire, mais elle permet de complètement réévoquer cette théorie comme quoi il s'agit de pardonnez-moi, mais c'est une théorie sérieusement développée, de crétins congénitaux, complètement renfermés les uns sur les autres, qui ont donné, naissance à, tout, un tas de voilà, d'enfants qui seraient mal formés et je trouvais ça tellement blessant qu'il a fallu que j'aille au bout de cette démarche pour prouver que non, on parlait bien d'autre chose. Mais d'ailleurs, il y a toute une correspondance diplomatique avec les Blémies et notamment leur roi, Fonen, et tous ses fils, qui permet de montrer que c'était des gens qui avaient des propriétés terriennes, qui avaient pas du tout de problème, ni d'imbécilité, ni esthétique, 2 bras, 2 jambes, une tête, tout qui fonctionnait bien. Ouais, Et c'est vrai que si vous voulez, c'est important de le montrer parce que ça fait partie, là aussi, d'une des sources de justification des cryptides, les textes anciens. Alors je peux vous garantir, notamment dans mon prochain ouvrage, que je vous réserve des sacrées surprises avec les textes anciens attestant de présence de créatures que certains, voilà, appelleraient cryptides. Mais, là, on peut démontrer qu'il ne s'agit pas de gens qui avaient, voilà, une apparence, si extravagante que ça. Ils étaient quand même anthropomorphes. Et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ces fameux, blémis? Parce qu'en fait, ils appartiennent à l'ethnie Bedja et en fait, les Bedja, ça appartient à l'ethnie des Bédouins et surtout, dès le début, de l'Égypte pharaonique, donc dès moins 1500, ils occupent la fonction de Medjay. Est-ce que toi aussi, Guillaume, tu as l'impression d'avoir déjà entendu parler des Medjay? non, le nom m'est totalement inconnu. Mais bon, Alors généralement, il est utilisé, dans tout un tas de séries, je sais plus si c'est Stargate, en tout cas Assassin's Creed, c'est sûr, mais dans plein d'univers comme ça, qui essaient d'emprunter à l'iconographie égyptienne des sources. Qu'est-ce que c'est un Medjay? C'est effectivement un soldat d'élite. Alors on a du mal à comprendre pourquoi on irait recruter des handicapés, qui auraient pas de tête, pour pouvoir devenir des soldats d'élite de Pharaon, qui patrouillent notamment à la frontière du désert. On parle bien donc des fameux loups-garous, je vous renvoie à l'émission. Et c'est vrai que, bah, j'ai été obligée d'aller au bout, de cette théorie-là pour être sûre, peut-être, que Mothman n'était tout simplement pas un Medjay. Je sais que ça peut en surprendre plus d'un. non, au moins l'enquête est complète. Exactement et ce qui est d'autant plus intéressant et je conclurai là-dessus pour juste faire un tout petit teasing sur le prochain livre que je vais sortir, que voilà, dans la correspondance, il est dit: «Silkos», donc le roi, a pris Thalmis et aujourd'hui il prétend, donc l'avoir prise et les prophètes du temple de Kalabasha et les dieux ont été capturés. Si en fait, s'il te plaît, il y a une formule, mais là je l'ai pas traduite, renvoie-les au temple. Qu'est-ce qui est hyper important de comprendre dans ce passage? Qu'est-ce qu'il dit ce pauvre roi des Blémies? Il dit: Vous êtes venus chez nous, vous avez conquis, vous avez battu, bravo, bravo, mais s'il vous plaît, les dieux» et on parle bien de Betty, on parle bien des choses pareilles que j'ai développées dans les autres émissions, on parle bien de dieux vivants, rends-les-nous. Tu as pris des otages, rends-les-nous et ça, c'est hyper précieux parce qu'on comprend encore une fois qu'il y a une hérédité divine ou demi-divine, vous l'interprétez comme vous voulez, en tout cas pas tout à fait humaine, qui est là et qui fait l'objet de tractations diplomatiques. C'est balèze. Si vous voulez, la plupart du temps, l'interprétation première, c'est: «Ils ont volé des statues de dieux». Mais pas du tout, c'est absolument pas ce que dit le texte et c'est ça qui est incroyable, c'est cette volonté de vouloir interpréter un truc hyper premier degré et vouloir réduire ses blémies et Ouais. là, je vous ai mis des photos du syndrome de Klippel-Feil à ces gens-là. C'est ça ne correspond pas, ça ne va pas. Du coup, je vais synthétiser. On a vu que les hypothèses naturalistes, elles impliquaient peut-être des animaux. On a compris, celles qui impliquaient des activités humaines comme des ballons, qu'elles n'avaient pas plus de sens. On a compris là aussi, il y avait une probabilité, mais quand même très réduite, bien qu'il fallait que je l'explore, qu'il puisse s'agir peut-être de blémies, mais ça correspond pas, on l'a compris. Est-ce qu'il y a d'autres activités humaines qui pourraient expliquer ce phénomène de Mothman? Guillaume, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hazmat? Encore une fois, non, mais comme à chaque émission avec toi, j'apprends plein de nouveaux termes. Je vais le rajouter à mon dictionnaire. Éclaire-moi de tes lumières, s'il te plaît, Anaël.
Simplement, c'est une combinaison de protection haute sécurité. Je vous Ah! présente des photos sur ce slide. Effectivement, bah, là, on rentre donc dans ma démonstration qui aurait tendance à éclairer d'un jour nouveau, ce fameux cas Mothman. Il y a plusieurs, niveaux donc d'HAZMAT. Vous avez le niveau A, qui est celui que vous pouvez, ne pas rencontrer a priori, que vous ne verrez jamais. En tout cas, je vous souhaite, sinon vous travaillez dans une usine de sûreté nucléaire ou quelque chose du genre. Vous avez le B, ça peut arriver de voir des gens qui essaient de gérer, enfin des sauveteurs qui gèrent une fuite de gaz habillés comme ça. Le C qu'on peut rencontrer notamment dans l'agroalimentaire et le D sur tout chantier ou tout endroit où on a besoin d'une normativité. Ouais. Mais c'est voilà, sachez que tout ce qu'on a tendance à intégrer comme, vêtements de sécurité ou qu'on voit dans les films, généralement ça s'arrête au niveau C. C'est très rare de trouver notamment des représentations à le niveau, A à Hollywood. Ça arrive, il y a quelques films, là j'ai pas d'exemple, mais sachez que c'est sous-représenté, donc ce qui empêche le public, si vous voulez, d'intégrer ça comme un modèle normal et humain parce qu'on le voit pas. Et déjà, vous allez voir à l'époque pourquoi on le voyait pas, il y a des explications très simples. Vous voyez ce petit monsieur? Je préfère préciser tout à droite, c'est moi qui ai fait cette reconstruction d'image, assistée par AI. Il ne s'agit pas d'une véritable photo, celle en noir et blanc avec le rouge. Pourquoi j'ai eu besoin de le faire? Parce qu'on ne trouve aucun cliché de gens qui portent un hazmat de niveau A avec des lumières. Et pourtant, c'est très important d'avoir des lumières, déjà pour y voir si vous travaillez la nuit, notamment avec des lumières rouges parce que ça permet de pas trop se fatiguer le regard. Et si vous portez des équipements de détection de fuite de gaz ou de présence d'autre chose, vous avez besoin de ce harnais-là pour pouvoir justement avoir une lumière avec une spectrographie qui permet de détecter ce type de choses. Qu'est-ce qui justifierait la couleur noire de ce Hamzat? La discrétion peut-être? Nous allons voir ensemble pourquoi y aurait-il eu besoin de discrétion quand on va faire de la détection de qui, de quoi, de qu'est-ce. Alors cette hypothèse naturaliste impliquant des activités humaines, il y a quelqu'un qui l'avait, dans la presse pareil évoqué, mais lui il évoquait un chantier ferroviaire. Alors là, pareil, c'était hyper intéressant, sauf que on a du mal à comprendre déjà pourquoi une personne se serait baladée en hazmat si loin, du chantier ferroviaire, puisque le chantier ferroviaire est très éloigné de la zone TNT et qu'est-ce qu'il aurait fichu là, tout seul à courir à 160 km/h après des voitures? C'était, bien tenté et c'est pareil, quelqu'un a dit: «Mais non, c'est les projecteurs rouges du chantier, ferroviaire qui étaient mal dirigés». Vous allez voir la zone en photo à la fin, aucune chance que les projecteurs du chantier aient pu atteindre les personnes qui passaient par cette route, c'est totalement Ouais, invraisemblable. Mmh, ça semble donc voilà. un peu tiré par les cheveux. Bah, c'est gentil d'avoir essayé, voilà, on les remercie d'avoir voulu mettre du bon sens, mais non, ça passe pas, c'est dommage parce que j'aurais aimé que ça soit aussi simple et efficace. Non, c'est un peu plus torturé et un tout petit peu plus complexe que ça, même si c'était pas loin. Le hazmat, dans les années 60, pourquoi les personnes n'auraient pu même l'identifier en le voyant clairement en plein jour? Parce qu'officiellement, ça n'existait pas encore. Ça venait à peine d'être mis aux normes en termes de protection, notamment militaire, avec des essais, notamment vous vous rappelez peut-être ceux qui ont lu, Black Programme, l'essai à propos de la dispersion, l'attaque de loups, c'était des loups qui avaient été, soi-disant vus au Canada. En fait, les loups n'avaient jamais été vus, c'était un exercice militaire et comme il restait des traces de l'exercice militaire, il y a la population qui avait commencé à un petit peu déraper. C'était absolument adorable. Donc quand c'est peut-être aussi des exercices militaires, ça nous ne le saurons jamais, peut-être simulant une attaque chimique ou nucléaire. Donc voilà, on commençait à mettre aux normes ce type d'équipement. Là, je vous propose dans ce slide donc 3 équipements qui datent bien des années 60, donc notamment celui tout à droite, le français. Je trouve que c'est le candidat le plus éloquent en termes de ressemblance pour ce qui est de ne pas avoir, de cou, ne pas Oui. avoir, Ah de oui, oui, trou. le chapeau en cône, bah, efface totalement le cou, et relie le haut du crâne aux épaules, donc Ça ça peut, peut matcher. ça ça pourrait être un candidat crédible et pareil, cette photo-là qui est par contre la première, une photo totalement authentique d'un équipement finlandais des années 60. Comprenez que c'est une cape. Alors après, je vais vous le marquer bien à côté des photos, ce sont des reconstitutions. Si on ouvre la cape, à quoi ça ressemble? Bah, vous le voyez sur la photo, déjà il y a cette combinaison qui prend tout et si on prend, comme celui qu'on a avec le français, le casque français, bah, là on n'a plus de tronc. On a donc comme un grand oiseau avec d'immenses, ailes et une grande envergure. Vous pouvez le voir vraiment très clairement sur ces reconstitutions et pareil, si on veut utiliser de la lumière rouge, j'insiste, soit pour, déjà se signaler entre différents membres d'une équipe, soit pour y voir bien la nuit, ça fatigue moins en fait de mettre une lumière à spectre rouge pour travailler dehors toute la nuit, ça c'est très connu dans les chantiers en extérieur, il y a pas de mystère et peut-être pour détecter certaines fuites, certaines émanations. Là, je voulais reconstituer pareil,
Quand on le voit, je suis désolée, pour moi, ça correspond, cette hypothèse de reconstruction, aux premiers témoins, qui ont vu le Mothman. Je dis pas que j'explique absolument tout, je vais vous expliquer en quoi ça pourrait être tout à fait cohérent, parce que quand on porte un hazmat, généralement déjà on s'entraîne pas juste à voir on s'asphyxie là-dedans. Rappelez-vous, pareil, toujours ce qu'on s'était raconté sur l'unité 751, c'était des débuts très difficiles pour ces Ouais, combinaisons techniques parce qu'on peut pas respirer dedans, donc c'est pas forcément un bon moment quand on fait un exercice à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on porte aussi? On porte une ampoule électrique détectrice, de particules chimiques. Donc quand ça s'allume, c'est parce qu'en fait, ça signale la présence de quelque chose. Pareil, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un spray de décontamination, un kit d'injection d'antidote, de l'iode et tout ça, c'est fixé sur la poitrine et pour pouvoir le repérer, qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand on travaille dans le noir, il faut bien des bandes réfléchissantes et elles sont souvent qu'elles soient, jaunes, vertes ou rouges. Donc ça paraît assez cohérent là aussi que ça puisse être ça. Pourquoi est-ce que, moi j'ai exploré en particulier cette idée? J'insiste parce qu'on est sur la zone TNT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette zone TNT? J'y viens, je dois juste faire un tout petit détour encore une fois sur notre cher ami John Keel qui pour moi, j'insiste, est vraiment le presque le jumeau caché de Bill Moore. Lui, il pensait à un moment que c'était une opération psychologique. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi intentionnellement on aurait montré puis caché quelque chose. Ça correspond pas, du tout à ces critères-là. Par contre, lui, je pense qu'il a été victime d'une tentative d'opération de dissuasion avec une dimension psyops, c'est-à-dire qu'on l'a manipulé pour lui faire peur. Donc je pense qu'on lui a donné à la fois des éléments pour nourrir son récit mythologiquement et des éléments pour opacifier encore plus le débat. Pourquoi? Parce qu'il dit, et je veux bien le croire, avoir reçu des visites non officielles. Il a été intimidé de manière informelle, pas de traçabilité, pas de lettres, pas de corbeau, voilà un truc traditionnel où il aurait pu se défendre et montrer qu'on lui faisait du mal. mmh, Il y a des discours volontairement ambigus qui lui ont été tenus par des informateurs qui n'ont pas voulu se révéler, alors que lui-même est journaliste, donc il a le secret de la source, il aurait pu les défendre, mais là c'est plus compliqué que ça. On l'a donc désorienté cognitivement, on lui a donné sans arrêt l'impression d'être surveillé, donc comme si les témoins étaient contrôlés et certains ont même été, dissuadés de parler, j'insiste, c'est un journaliste, donc normalement il y avait de la sécurité et enfin, on a carrément, je pense, mis sur sa route de faux témoins qui ont livré des récits absurdes et qui ont contribué à délégitimer ce sujet réel. Puisque j'insiste, la reconstitution avec l'hypothèse hazmat, moi quand je mets tout ça bout à bout, c'est qu'il y a un vrai sujet, il y a un truc réel et il y a un truc méga important à voir là-dedans. ouais, d'ailleurs, John Keel mentionnait, les Men in Black, ça peut être des tentatives d'intimidation. Il est très facile pour n'importe quelle officine, qu'elle soit gouvernementale ou privée, de mettre en place un binôme de 2 huluberlus avec des lunettes noires et des costumes noirs et d'apparaître, de manière un petit peu subtile pour faire croire à quelqu'un qui est enclin en plus à croire à ce genre de narratif, que des Men in Black suivent le dossier. Surtout qu'il faut comprendre que ça, je sais pas s'il y a que ça qui a été source de décrédibilisation de John Keel, mais John Keel, après ça, il s'est fait torpiller. Alors je vous montre une de ses dernières interviews relatives au Mossman, c'est mai 1980, c'est dans le High Times et ceux qui parlent bien anglais comprennent que ça veut dire, les comment vous traduire ça sans voilà, comprenez que c'est un magazine spécialisé pour cultiver pas que des tomates dans votre placard, donc c'est quand même très particulier quand on est journaliste de finir publié dans ce genre de contexte. Comprenez que ça a été exactement comme Bill Moore, une sorte de torpillage lui aussi de sa trajectoire professionnelle, ce qui a fait qu'il a payé lui aussi les pots cassés de tout cet environnement, comme s'il y avait intérêt à décrédibiliser le débat. Surtout qu'au début, c'était vraiment très carré sa manière d'aborder le sujet. On le voit dans sa première publication, Strange Creature from Time and Space par John Keel. Vous pouvez voir là un petit peu les screens qui sont relatifs, les captures d'écran relatifs aux pages où il traite du Mothman. Franchement, sa compréhension au début est très factuelle. Justement, l'exposition qu'il fait des faits est méthodique. Et c'est après, notamment à partir donc de 75 et de 80, là je vous ai mis la première page donc du High Time, on voit que déjà ses fréquentations changent, hein. Son discours aussi change, on est parti de: «Il y a un truc bizarre» qui pouvait conclure rien qu'avec les éléments dont il disposait à la présence d'un hazmat mal interprété à, c'est des c'est pas des extraterrestres, c'est des ultraterrestres métadimensionnels, qui communiquent avec les ovnis, qui nous font de la précognition. Vous voyez? On voit le shift du Ouais. débat, c'est quand même assez impressionnant et pareil, il y a des prophéties au milieu. C'est quand même assez impressionnant de voir l'évolution et l'intersection claire entre les mêmes discours entre Bill Moore et John Keel. Quand on voit la représentation qui est très belle, hein, d'ailleurs, qu'il y a dans cet article-là, mais Magnifique. qui colle pas du tout à la réalité, encore une fois, du témoignage de ces premiers témoins
ceux auxquels il faut s'intéresser pour comprendre le dossier Mothman. On a affaire à là, pour le coup, à un vrai homme papillon. Donc c'est comme si on réécrivait le narratif, pour s'accommoder de la croyance populaire qu'a généré ce dossier. Et puis on voit des ovnis au fond. Bref, là, on est dans tout autre chose que la véritable histoire du Mothman telle que contée par ceux qui l'ont observé. D'autant plus qu'à la décharge de John Key, il est vraiment pas parti gagnant. Déjà, on voit sa trajectoire qui se fait torpiller à partir du moment où on voit que son discours devient de plus en plus invraisemblable. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a été extrêmement proche d'un monsieur qui s'appelait Walter Gibson, qui est un magicien illusionniste extrêmement connu, passionné d'Houdini, de Sherlock Holmes, de Dracula, et qui animait un show radio-téléphonique. Alors enfin, comment on dit, un show radio, je sais pas comment on appellerait ça aujourd'hui, c'est comme un feuilleton Netflix, tout le monde écoutait ça dans les années 30. Et en fait, c'était le préfigurant de Batman, il s'appelait The Shadow. Faut quand même savoir que du coup, ce monsieur, John Keel, le rédacteur des prophéties de Mothman, était très proche de quelqu'un qui avait les moyens de monter ça en épingle. C'est hyper important de le rappeler Mmh. parce que du coup, je trouve que ça décrédibilise vraiment sa démarche et ça empêche de voir quelque chose qu'il avait l'air de pointer du doigt et on va y venir tout de suite. Donc je vous montre là juste le livre donc fameux internationalement publié en 75, The Mothman Prophecies. Donc on a compris, il s'agit de choses qui sont vues plus de 10 ans après les faits, avec des choses rétroactives. J'insiste, pourquoi pas, mais c'est dommage et de pas centrer le récit sur, bah, tous les primo-témoins plutôt que de s'écarter de tout ça. Alors c'est vrai, on pourra toujours me rétorquer qu'on l'a vu après en Russie, on l'a vu, Chicago, Illinois, on l'a vu dans d'autres coins des États-Unis, ce fameux Mothman, mais en attendant, bah, toujours pas, qu'on appelle ça, de preuves vidéo, de preuves photos, sauf celles que je vous ai montrées au début et qui peinent à convaincre. Il a donné ensuite, ce Mothman, bah, les prophéties de Mothman, notamment le film en 2002, le film aussi qui s'appelle Smallton Monsters, qui était en 2017. On a aussi pas mal d'autres développements littéraires, on le retrouve dans des jeux vidéo, bref, Fallout, Fortnite, enfin bref, il est assez diffusé ce personnage dans la culture, donc on comprend qu'il a laissé un impact important, mais pas l'impact qui était vraiment, je pense, le premier ou en tout cas le premier message de Mothman. S'il avait vraiment une prophétie à nous donner, ce serait celle-là. Guillaume, est-ce que tu sais pourquoi certaines parties du Grand Canyon de l'Arizona ont un rapport très étroit avec le Mothman? Absolument pas. Est-ce que tu savais déjà que certaines parties du Grand Canyon ne sont pas accessibles au public et à ton avis, pourquoi? C'est un vrai débat, un brûlot ça. J'imagine bien qu'aux États-Unis, il y a tout un tas d'endroits, comme dans tous les pays, qui sont pas accessibles au public, mais spécialement le Grand Canyon. Et pourquoi? Je te laisse m'éclairer. Parce qu'il est très riche en uranium. Alors certains vous diraient que c'est parce qu'il y a des bases extraterrestres, je connais le narratif. Moi déjà, la première objection que j'ai, c'est oui, moi, si j'étais la personne en charge de la conservation du Grand Canyon et que je savais qu'il y a un coin tellement radioactif que tu t'assois 2 secondes et tu repars avec ton cancer en souvenir de vacances, bah, j'éviterais que les gens puissent s'asseoir là-bas. Aussi simple, aussi clair, et c'est ce qu'il y a exactement au Grand Canyon, ce qui fait aussi beaucoup grand débat. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça, mais c'est vraiment dangereux, même naturellement, l'uranium. Faut Mmh. pas rester trop longtemps dans une Bien mine sûr. et l'inhaler. Il y a plein d'urbexeurs que je vois faire ça et qui n'avertissent pas assez en fait, hein, les gens qui vont au contact de ce type d'expérience. Donc comprenez que Mothman a un rapport très étroit avec ce genre de questions purement écologiques. Est-ce qu'il ne serait pas quelque part le gardien, lui aussi, d'un secret défendu de type uranium? Alors on sait que la zone, effectivement, revenons sur l'histoire de la première vue de Mothman. Qu'est-ce que c'est? C'est la zone TNT, le McClintic, pardonnez-moi, Wildlife Management Area. C'est on l'a compris, une zone de conservation de la faune et de la flore dans cet espace. Il est éloigné des très grandes villes, dispose d'un accès ferroviaire à une rivière, la rivière Ohio, une topographie plate, une surface totale absolument démente de 8000 acres. Et exactement, qu'est-ce qu'elle a, hébergé cette, zone de préservation naturelle avant d'en devenir une? Une infrastructure au joli coût de 45 millions de dollars qui n'employait pas moins de 3 500 personnes. Qu'est-ce que c'était? Une zone dans les années 40 de production de TNT, exactement 227 tonnes de TNT par jour. C'est absolument colossal. Manager des quantités telles d'armement, 1, c'est dangereux, 2, c'est difficile. Qu'est-ce que ça a légué sur cet espace? Des créations d'iglous qui ressemblent à des simplement des qu'on appelle Des ça des bunkers?
Plus qu'un bunker, tu sais, une soucoupe volante, voilà, pardonnez-moi, mais si D'accord. vous regardiez depuis l'espace, vous verriez des soucoupes volantes et en fait, ces espèces d'igloos, qu'est-ce qu'ils permettent? Vous stockez un certain taux de TNT, mais pas tout, mais pas trop, parce que s'il y a une réaction en chaîne, je vous laisse imaginer les Ah bah, dégâts en vous termes allumez une mèche d'un côté et il y a il y a les 227 tonnes de TNT qui explosent et vous faites un trou sur la surface du globe. Et puis dans la rivière, enfin, c'est en termes d'empoisonnement, Ouais, on c'est va y venir, vous allez voir. Donc il y a bien déjà ça, en termes d'anomalies, si vous regardez depuis l'espace, il y a ces espèces de soucoupes volantes en béton qui vous attendent. Et enfin, il y a les installations souterraines et tout ce qui s'y est passé en termes chimiques. Officiellement, j'insiste sur le officiellement, les activités ont été démantelées et terminées en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, ça, si ça n'a pas encore été reconnu, je vous le donne en mille, les substances ont contaminé le sol et les eaux. Il y a eu un démenti officiel en 1947 puisque la population se plaignait. Elle se plaignait pas de rien puisqu'en 1980 ça a bien été corroboré. L'eau était rouge, l'eau du fleuve Ohio qui passait dans le coin, l'eau qui sortait du sol atteste d'une présence et d'une concentration hyper élevée en nitrate et pourtant ça a été démenti, redémenti. Ils ouais. n'ont pas voulu affirmer les conséquences du désastre écologique à la source duquel était cette fameuse zone TNT. Et pourquoi? Parce que le nettoyage a été chiffré à plus de 72 millions de dollars. C'est complètement fou Plus et cher que quand il y a l'investissement qui avait eu lieu sur les infrastructures, du site. Mais concrètement, on peut pas imaginer une seule seconde que qu'on ait fait ce type d'activité de fabrication d'armes avec ces composants-là et que c'est pas un impact énorme sur l'environnement. Enfin, il faut être un peu naïf pour croire qu'on a pu faire ça proprement dans les années 50, 40. 40, dans les années 40, dans Ou le rush de la guerre. À quel moment on oui. se dit qu'ils ont fait gaffe? À quel moment enfin? Et à Et quel moment l'écologie n'était pardon. pas en plus un sujet, excuse-moi, mais n'était pas un sujet, dont on parlait à l'époque. La protection de l'environnement dans les années 40, ça leur passait au-dessus. Ça en avait absolument rien à faire et ce qui est beaucoup plus dramatique, outre le coût du nettoyage, ce serait qu'il y a reconnaissance et donc rétroactive des conséquences graves de toutes les morts liées aux empoisonnements, de tous les handicapés qui ont fini malades à cause de la Mmh. pollution de cet endroit. C'est aussi pour ça que cette reconnaissance ne peut pas et n'a jamais eu lieu, parce qu'il y a eu un empoisonnement absolument monumental. Donc il y a bien pour moi effectivement un lien avec les activités humaines et je me pose la question, puisque je n'ai pas encore, la réponse et je préfère vous le dire, moi je l'ai pas attrapé le Mothman, mais est-ce qu'on n'est pas face à un récit d'écoterrorisme marketing? Est-ce qu'on n'est pas face à une sorte de préfiguration d'Extinction Rébellion avec des gens qui essaient de nous montrer: là, il y a un drame, il y a un truc terrible qui est en train de se passer et c'est pile dans cette zone pour attirer l'attention qu'ils n'ont jamais réussi à attirer par un autre biais qui était simplement de faire des requêtes auprès de l'État normal en disant: «Là, vous avez une zone polluée, occupez, vous de vos déchets» et comme ils voyaient depuis bien longtemps que ça ne menait à rien, peut-être sont-ils passés à une autre forme d'offensive. J'insiste, ce n'est qu'une théorie, néanmoins entre la corroboration, le hazmat qui aurait pu correspondre à quelqu'un en train de vérifier les signalements qui auraient été faits par la population en disant: «Ah oui, bah, peut-être que c'est vachement pollué, peut-être qu'on est face à un drame, peut-être qu'on va tous y passer et que l'Ohio va nous polluer tout l'État et qu'on va avoir un drame». Peut-être que c'était ça qui était en train de faire cette chose, qu'elle soit humaine, militaire, pas militaire. Je suis proprement convaincue qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui a été surpris, qui devait pas être là, qui devait mesurer le taux de contamination de ce lieu. Le fait que la première rencontre se soit tenue là, pour moi, est absolument critique et capital. Mais ce n'est que moi, j'insiste, c'est un gars en hazmat en train de, vérifier ce qui est en train de se passer là. Et que ça ne rentre pas pour moi en conflit avec l'idée que ça puisse être, pourquoi pas quelqu'un qui soit modifié génétiquement, voilà, suite à des travaux comme à l'unité 741 ou un pur humain avec simplement un appareil de protection qui le rend avec une silhouette étrange et qu'après, cette poursuite soit liée soit à un malentendu, soit peut-être une poursuite avec un appareil occulte. J'explique bien dans OVNI qu'il est possible dès les années 40 d'avoir des appareils occultes, donc j'ai pas le fin mot de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, ce fameux doigt et la lune, là, je pense, en vous proposant cette analyse dans l'émission, vous montrer cette fameuse lune à travers laquelle tout le monde semble passer, puisque le récit, Mmh. aujourd'hui, si vous allumez un reportage à la télé sur Mossman, on va vous dire: «Oh là là, il y a des gars, ils s'ennuyaient à la campagne américaine, ils ont vu des monstres». Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Je pense qu'ils essaient de nous communiquer quelque chose et quand on voit et on le voit là sur les photos encore, les traces dans la nature qu'a laissé l'exploitation de la zone TNT, le voilà, la zone
zone urbex et de défouloir qu'est devenu le lieu, impossible de passer à côté de ce degré d'interprétation. Alors, on voit bien dans les films, notamment La prophétie des ombres, The Madman Prophecies, qui est donc date de 2002, que j'ai re-regardé à l'occasion de voilà, la préparation de cette émission. On voit bien quand même que cette théorie, elle est effleurée, mais elle est effleurée du bout du doigt parce qu'à un moment on parle, alors je vous spoil pas, mais on parle vaguement de cette usine, même si elle est, voilà, cinématographiquement, pardonnez-moi, adaptée comme une usine qui fonctionne toujours. Là, je vous parle d'un truc qui est Ouais. vraiment laissé à l'abandon et qui peut expliquer pourquoi il peut y avoir des contaminations très graves dans le sol. Et on retrouve, chose qui est vraiment peu mise en valeur et qui pour moi est critique et capitale dans le film, qui est bien illustré mais peu mise en avant, pareil dans le traitement médiatique, le harcèlement téléphonique. Le harcèlement téléphonique, on repart sur des affaires type Paul Benevitz avec des gens qui se font réveiller la nuit avec des coups de téléphone, avec des voix déformées, avec des menaces, etc. Et c'est là qu'on retrouve notre cher ami Indrid Coleman, préfigurant, si vous connaissez un petit peu, Slenderman, là aussi c'est un cryptide qu'on retrouve beaucoup sur internet, voire un petit archétype, des Men in Black. Il y a rien qui nous garantit pas qu'il s'agisse pas, exactement comme avec Paul Benevitz, d'un comédien ou de quelqu'un qui est payé pour faire effectivement, de l'interférence et décrédibiliser le débat. Si vous réveillez quelqu'un la nuit, c'est une technique, de maltraitance et de torture qui est vraiment, étiquetée comme telle. Si vous commencez à les mettre sur écoute et leur raconter, leur vie, des choses qui sont enfin, que vous n'êtes pas censé savoir, évidemment que vous allez les impressionner. C'est hyper facile. Aujourd'hui, on connaît les moyens. Dans les années 70, c'était beaucoup plus confidentiel pour déstabiliser quelqu'un. Franchement, moi, je retrouve tous les éléments d'une affaire comme celle que j'ai traitée avec Bill Moore et Paul Benevitz dans l'éminent Mothman. Mais j'insiste, encore une fois, tant que je l'aurai pas attrapé, ce cher Mothman, je ne pourrai pas être définitive. Pour conclure, je vous dirais que ce mythe moderne, il est né d'une rencontre terrifiante en 1966, que moi je prends vraiment très au sérieux et premier degré, que je pense être vraiment arrivée, réelle et quelle que soit sa nature. Elle est devenue ensuite une icône culturelle, notamment montée en épingle par John Keel, ce qui a contribué notamment à, on va dire, rendre le débat un petit peu moins clair et un peu moins factuel. Et c'est devenu finalement, et je pense que ça là-dessus on se trompera jamais, une histoire de monstre, que ce soit des humains ou des cryptides, un mythe moderne qui est vraiment centré sur la question du destin, pardonnez-moi, et la conséquence de nos actes sur la nature. Voilà en clair. Passionnant. Alors que 2-3, j'ai plein de choses à soulever sur ce que tu viens de nous dire, Anaël. Alors déjà, je reviens sur le film La prophétie des ombres. Tu as l'habitude de nous conseiller tout un tas de films, à chaque émission. Aujourd'hui, il y a un film dont tu nous parles, mais je trouve qu'il vaut la peine de s'y attarder. Heu, Pas pour pour ce qu'il nous apporte sur le dossier Mothman, mais parce que ces films de cette époque-là allaient à un autre rythme, prenaient le temps d'installer une ambiance et celui-là, il vous plonge vraiment dedans et je peux que vous conseiller, La prophétie des ombres. Moi, j'ai passé un super moment et ouais, à voir absolument et puis il met le doigt sur aussi quelque chose dont on a parlé, mais qui est important de rappeler, la catastrophe qui s'en est suivie, l'effondrement de ce pont. On est sur une catastrophe humaine, sur 46 défunts. Et il met l'accent aussi dessus, donc à voir absolument. Je reviens sur ton hypothèse, naturaliste, mais d'origine humaine. Je suis d'accord avec toi sur l'apparence que peut générer un uniforme de protection, ce fameux Hamzat et ça peut être bluffant. Effectivement, les reconstitutions que tu nous fais, les projections visuelles que tu nous fais là-dessus peuvent totalement, correspondre. Là où je suis un peu plus, en retrait, c'est sur les circonstances d'un humain utilisant ce type de protection. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans les années 60, quand se passe l'histoire du Mothman, on n'a pas ces problématiques écologiques et je pense que même des gens victimes de la pollution qu'a engendré l'espace TNT, ne rentrent pas dans ces méthodes qu'on a aujourd'hui de faire parler les choses, de médiatiser. D'autant plus que si on avait voulu médiatiser une pollution, ça a été totalement loupé, tu le disais, tout le monde a regardé le doigt, c'est-à-dire le narratif autour de cette chose mystérieuse qu'est le Mothman et la Lune, la pollution et ce que ça engendre a été totalement passé sous silence. Donc si ça a été fait dans cette intention-là, bon ben, c'est totalement loupé. Peut-être, je me dis, pour rebondir sur ton hypothèse, que les services gouvernementaux
sont présents sur le site pour empêcher qu'on aille trop fouiller et que si des gens s'approchent trop, peut-être y avait-il des militaires dans ce type de combinaison ou peut-être y avait-il des services gouvernementaux, mais d'études scientifiques sur le Oui. site, mais qui voulaient pas trop que ça se sache. Là-dedans, je pense que ça peut cadrer et être une hypothèse que j'enlèverai pas de la liste des hypothèses crédibles. Il y a quand même un point, le fait que les 1ers témoins aient été poursuivis en voiture sur une distance assez longue, à une vitesse impressionnante. Ça, ton hypothèse ne vient pas répondre à ce détail précis de l'observation d'origine Non. de l'incident de Point Pleasant. Ah non et c'est pour ça que en fait, ce cas me fascine, c'est parce qu'il y a juste une autre chose qui peut prendre le relais, c'est comme, voilà, les ovnis qui ont été vus par Paul Bennewitz, ces protos, toutes petites, bah, on en a parlé dans l'émission OVNI et drone, je crois, c'est en fait, vous allez rire, là aussi, je vous renvoie vers un film absolument adorable, Flubber, où vous avez Weibo, j'oublie le nom, que ça porte maintenant, il y a une entreprise qui produit vraiment Weibo. C'est cette mini soucoupe qui vole, en fait et ça aurait pu largement, effectivement, poursuivre ces gens. C'est la seule hypothèse que j'ai. Je sais que ça existe à l'époque, que ça reste confidentiel, que je suis une des rares à défendre cette hypothèse-là d'existence préfigurante extra ancienne de petits drones. Mais sinon, j'ai vraiment rien qui explique ce phénomène-là qui m'interpelle parce que je le prends super au sérieux. Pourquoi ces gens se seraient mis à raconter un truc aussi précis et délirant? Et ils sont 4, je veux dire, il y en a pas un, qui dit le contraire ou qui est pas sûr ou qui dit: «On avait peut-être un peu bu», non, c'est vraiment 4 personnes catégoriques. Sauf qu'il y en a une qui s'est un peu mise en retrait pour sa vie professionnelle, mais jamais il a démenti. C'est juste au un moment un petit peu désaxé et je peux le comprendre parce qu'au bout d'un moment, ça doit coller à la peau et ça doit être très difficile de se défaire du narratif populaire. Oui, je pense qu'à un moment, on a envie de mettre ce type d'histoire déjà traumatisante, mais en plus qui vous met sur le devant de la scène, on a envie de mettre de côté et de retourner à une vie normale. Anaël, un immense merci de nous avoir fait découvrir pour certains, redécouvrir pour d'autres, ce qui est mon cas, le dossier du Mothman. Il est passionnant ce dossier. Tu as encore apporté des pistes de réflexion, comme à chaque fois, sur ces phénomènes mystérieux, que ce soit les ovnis, que ce soit là, ici, le dossier Mothman, à mi-chemin entre l'ufologie, la cryptozoologie et tout un tas de domaines. Tu nous as apporté ta touche, je l'avais dit en début d'émission, une touche originale qui n'appartient qu'à toi et il y a que toi qui tiens ce genre de discours sur la toile aujourd'hui, qui amène d'autres hypothèses et moi je suis ravi de pouvoir les partager, en ta compagnie sur Nurea et doublement ravi qu'on le fasse encore une fois lors de cette semaine anniversaire, donc un grand merci. Avant qu'on ne dise au revoir à nos auditeurs et les Nuréens, merci pour votre présence ce soir. Je voulais quand même qu'on prenne 5 minutes pour faire un petit tour sur ton actualité parce qu'elle est toujours foisonnante. Alors tu nous as parlé de ce livre, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je sais qu'il faut être patient. Oui. On l'attendra le temps qu'il faut. En attendant, il y a des rendez-vous, que tu organises Oui, en compagnie d'Anton, ton époux, Anton oui. Parks, sur lesquels les gens peuvent vous retrouver. Donc je te laisse nous en dire quelques mots pour que ceux qui veuillent vous rejoindre et bénéficier de vos éclairages, comme tu l'as fait ce soir, mais vous pouvez en bénéficier en direct avec Anton et Anaël. Je te laisse nous dire quels sont ces rendez-vous et qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir. Merci beaucoup Guillaume. Alors, comment nous retrouver? Bah, déjà régulièrement avec les voyages, privatisés, j'insiste, qu'on va, maintenir avec Anton tout au long des mois et des prochaines années en Égypte, tant que ce sera possible. On permettra à tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre pour ces voyages qui sont, j'insiste, des moments privilégiés pour bénéficier de l'expertise de monsieur, quand même 25 ans, qu'il écrit sur le sujet et Ce on le n'est pas sait. rien. Sérieux et rigueur, donc c'est voilà, venez profiter de ça IRL en Égypte dans des conditions de voyage qui sont vraiment privilégiées avec des privatisations de sites comme la Grande Pyramide de Gizeh, donc c'est vraiment pas du tout le sport que connaissent sinon ceux qui font des voyages, on va dire classiques. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ont envie de se familiariser avec les techniques médiévales, notamment liées au jardin des simples, aux plantes de l'époque médicinale, pour apprendre des gestes techniques et puis pour repartir avec ses propres plantes. Donc on est dans une véritable initiation à la fois, on va dire, de jardin et d'alchimie. On peut se retrouver du 5 au 7 juin 2026. N'hésitez pas à contacter modération.parks@outlook.com pour obtenir le dépliant pour plus d'infos à ce sujet et venir avec nous enrichir votre savoir et repartir, j'insiste, c'est quelque chose qui est pas souvent proposé ça, repartir avec ses propres plantes et des outils à la fois, voilà, pratiques et techniques, intellectuels pour rentrer dans une démarche, souhaitons-le, d'autonomie. Ça, c'est vraiment moi, c'est un rendez-vous coup de cœur, aller découvrir déjà, des savoirs, des techniques du Moyen Âge, c'est pas donné à tout le monde et puis repartir avec ses propres plantes. Bref,
développer de la connaissance et après l'appliquer, c'est ce qu'on demande tous. Donc là, moi, c'est mon événement coup de cœur, je tiens à le dire. Merci Guillaume, et je précise que je serai en compagnie de Katia de la Royal Horticulture Academy de Londres, donc on est quand même sous la houlette d'une personne qui a les compétences universitaires et académiques pour encadrer ce type d'événement. Ensuite, on a le 10 et 13 juillet 2026, le workshop écriture qui revient pour ceux qui n'ont pas pu être présents aux précédents événements. Je reprécise qu'il s'agit d'un événement en tout petit comité, maximum, grand maximum 12 personnes. On se retrouve pour poser à la fois des bases sur le fond, la forme et repartir. Soit on arrive avec son projet et avec une méthode de construction qui permet de vraiment finaliser votre projet, soit on arrive les mains dans les poches et on établit ensemble une line-up concrète, complète, qui vous permet d'aller en toute autonomie, encore une fois, au bout de votre projet d'écriture, que vous soyez une personne inspirée comme nous, on va dire, à tendance à recevoir des choses, ou même que vous soyez pragmatiquement dans une démarche purement intellectuelle. On a reçu des personnes qui étaient vraiment dans tout un tas de domaines d'écriture, de l'universitaire jusqu'au roman policier, donc rassurez-vous, on sait s'adapter. N'hésitez pas à contacter la modération pour recevoir un dépliant qui vous expliquera plus en détail de quoi il en retourne. Enfin, le 12 et 13 septembre 2026, workshop ésotérisme, c'est une nouvelle édition. Pareil, qu'est-ce qu'on propose? Un résumé de tous les essentiels pour pouvoir naviguer, que ce soit dans le milieu New Age, ésotérisme, occultisme, avec un bagage solide. Vous pouvez à la fois compter sur l'expertise d'Anton Parks et la mienne pour vous fournir des éléments qui vous permettent, vous, d'alimenter sainement votre démarche. J'insiste, ceux qui ont déjà participé ont vraiment été super ravis de voir à quel point on peut être concret et pertinent. C'est à peu près 18-20 heures, heures de, entre gros guillemets, cours. J'aime pas dire cours parce que, j'insiste, on essaie de favoriser des groupes de maximum 8 à 12 personnes pour que ce soit pas la messe, pour qu'il y ait des interactions, pour qu'on puisse échanger librement. Vous n'assistez pas à quelque chose dans une salle remplie de 150 personnes, donc ça reste humain, ça reste stimulant et vous repartez avec quelque chose. J'insiste, c'est ça l'idée, c'est de vous rendre autonome dans votre démarche intellectuelle à vous. Vous avez toutes les infos. Reste à vous de prendre les choses en main et de rejoindre Anna et Anton si vous le souhaitez. En tout cas, merci à tous les deux de proposer ces rendez-vous. Je pense que tous ceux qui y participent doivent être heureux de le faire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos retours lors des émissions avec Annelle sur ces workshops que Anton et Annelle animent. Moi, je serais curieux d'avoir des infos là-dessus. Encore une fois, la rencontre, sur les plantes du Moyen Âge, celle-là, je l'ai bien notée. Anaël, un immense merci. Merci de nous avoir rejoints encore une fois. Merci pour ce dossier que tu nous as présenté et j'espère te revoir prochainement. Pour d'autres dossiers, je pense qu'on continuera de vous surprendre dans nos choix d'émissions, Anaël et moi, mais c'était un réel plaisir que d'animer celle-ci en ta compagnie. Oh, c'est un plaisir et un honneur de te retrouver, Guillaume, de retrouver l'ensemble des intervenants sur Nurea TV et surtout toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de mettre un commentaire, bref, de faire vivre votre formidable chaîne parce qu'elle le mérite. Et j'espère que les gens peuvent voir et mesurer à quel point votre travail est précieux. Merci infiniment. À bientôt, Anaël. Les Nuréens, merci à vous, merci pour votre présence ce soir, merci pour votre présence tout au long de cette semaine anniversaire. Nurea TV fête ses 10 ans. On a essayé de faire les choses bien et j'espère que cette émission vous aura plu. Comme l'a dit Anaël, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air si l'émission vous a plu, un pouce en bas si elle vous a déplu, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Et puis les commentaires, très très important, les commentaires. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les hypothèses qui ont été présentées ce soir. Quelle hypothèse vous semble la plus crédible? Bref, exprimez-vous les Nuréens, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, moi je vous souhaite une belle fin de soirée. Rendez-vous demain pour la suite de la semaine anniversaire Nuréa. D'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde. Ciao!